Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, je ne sais pas si le cours s'enregistre sur l'espace Moodle de l'histoire des faits économiques. Donc, normalement, ça devrait le faire. Alors, j'attends de voir s'il y a des auditeurs. Voilà, il y a quelques auditeurs qui sont là. Est-ce que vous pouvez me rassurer, les étudiants, et me dire si tout fonctionne bien, si le son est bon, et notamment, voilà, me dire notamment si vous avez pu accéder à ce cours en ligne par l'espace Moodle d'histoire des faits économiques, pas l'espace Moodle d'introduction à l'analyse économique. Voilà, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Euh, alors, en attendant, bon, je vois qu'il y a quand même des gens qui sont là. Ok, c'est bien ce bon espace, merci. Parfait, parfait. Bon, eh bien, en attendant que vous arriviez, je vais commencer par dire un mot sur l'examen d'IAE, parce que je viens de terminer la correction, enfin j'ai terminé il y a quelques jours. Alors normalement, on aurait dû avoir un jury hier, mais il a été reporté parce qu'on n'avait pas toutes les notes, parce que les personnels de la scolarité, il y a une personne qui est malade, et donc on a pris du retard sur la constitution des jurys, donc le jury aura lieu jeudi prochain. Hein, mais voilà, mais a priori, là on vérifie que si toutes les notes sont bien rentrées. Donc voilà, donc un petit mot d'abord sur cet examen. Bon bah tout d'abord moi globalement je suis quand même très content de vous. Enfin je veux dire la moyenne. Alors ça va vous faire un peu peur, mais la moyenne est à 7 sur 20. Mais en réalité 7 sur 20 c'est meilleur que l'année dernière et c'est bien meilleur qu'il y a 2 ans. Hein, puisqu'on était il y a quelques années on était à 5,5 sur 20. Donc et l'année dernière on était à 6,3 un truc comme ça. Donc un peu plus de 7, c'est vachement bien pour les. Je parle ici des L1 économie gestion. Hein, en double licence, la moyenne est nettement meilleure. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est que bon, ça fait partie des cours les plus difficiles. Donc voilà, il y a aussi énormément d'étudiants qui ont des très mauvaises notes, hein, qui ont des 2, des 1. Voilà, donc évidemment, ça fait beaucoup baisser la moyenne. La plupart de ceux qui ont travaillé, à mon avis, ils ont la moyenne. Hein. J'ai beaucoup de notes au-dessus de 10. Donc, si vous avez plus de 8, voilà, si vous n'êtes pas très loin, vous pouvez rattraper avec, bien sûr, avec le cours de. Enfin, les TD aussi. Il faut voir aussi ça. Tout ça se compense. Donc voilà, donc globalement, c'est bien. C'est un peu mieux que les années précédentes. Ce qui veut dire que, je ne vais pas dire que le confinement vous fait du bien, mais tout de même, vous n'avez pas pris de retard. Hein, un certain nombre de raisonnements sont bien maîtrisés, bien connus par peut-être pas la majorité, mais par un bon tiers d'entre vous, ce qui est quand même très rassurant. Alors deuxième chose sur les corrections de copie, je ferai une correction. Je vais essayer d'organiser dans des amphis, sans doute en fin de journée, des séances de remise des copies, consultation des copies, correction. Enfin, je vais peut-être faire une correction d'abord, peut-être simplement sous forme d'une vidéo, et puis ensuite, voilà, je vous permettrai de regarder vos copies. Alors, sauf que ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas pouvoir faire ça en invitant tout le monde. Il va falloir que vous vous inscriviez sans doute, hein, parce qu'on est limité à 50 étudiants. Donc voilà, donc j'organiserai peut-être 2 séances. Vous pourrez consulter votre copie, hein, je vais vous les rendre physiquement, donc vous pourrez les voir, les relire, voir notamment les annotations, parce que je corrige toujours en faisant des annotations. Et puis, en ayant eu la correction au vent, vous comprendrez, j'espère, bien vos erreurs. Ça vous sert, soit si vous avez une mauvaise note, mais même si vous avez une bonne note, vous avez toujours fait des erreurs, puisqu'il n'y a pas de note au-dessus de 18,5, je crois que c'est la meilleure note. Donc ça veut dire que même les meilleurs, ils auraient pu s'améliorer, et je pense que c'est bien. Pour ceux qui passeront la seconde session, ça peut être utile aussi de voir hein, là où vous pouvez progresser. Souvent, vous pouvez progresser dans l'expression écrite, dans la clarté de votre expression écrite, parce que parfois vous avez une idée en tête, hein, et puis vous en écrivez une autre en fait. Hein, donc ça aussi, il faut faire attention. J'ai été assez souple, par exemple sur les définitions. Je ne vous demandais pas d'apprendre une définition par cœur. Quand vous donniez l'essentiel de l'idée, je vous mettais le point qu'il fallait. Hein. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'il faut faire des raisonnements. Puis bien sûr, il y a des étudiants qui ne connaissaient pas leur cours, donc là forcément ça posait problème. Alors une dernière remarque sur cet examen, sur la question sur la monnaie, la création monétaire et comment la Banque centrale contrôle la création monétaire. J'ai été parfois surpris de retrouver dans vos copies des concepts que je n'ai pas vus, que je n'ai pas dit, et je ne les ai pas dit pour une
pour une raison simple, c'est qu'en fait, ce sont des concepts très idéologiques qui, pour moi, sont en fait faux aujourd'hui dans la pensée économique. Alors, notamment parmi ces concepts, il y a l'idée, l'image fausse en réalité de planche à billets. Donc ça, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas dit que la Banque centrale créait de la monnaie fiduciaire. J'ai dit qu'elle émettait la monnaie fiduciaire, et c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai vu aussi des expressions qui sont très idéologiques, notamment l'idée de le système de dépôt-crédit, par exemple. Je n'ai jamais employé cette expression-là, et pour cause, c'est pas comme ça. Les crédits, la monnaie n'est pas créée à partir des dépôts. J'ai vu aussi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le système de réserve fractionnaire, cette expression-là que je n'ai jamais employée. Et en fait, ce que j'ai souvent vu, c'est planche à billets, réserve fractionnaire, système dépôt-crédit, tout ça dans les mêmes réponses. Et donc j'en déduis qu'en fait, beaucoup d'entre vous, notamment en double licence droit-économie d'ailleurs, vous êtes fait passer soit une vidéo, soit un document qui expliquait la création monétaire, et vous êtes appuyé là-dessus plutôt que sur mon cours pour décrire la création monétaire. Alors, je vous ai pas mis zéro, bien sûr. Il y a des choses justes, ce que vous avez vu. Mais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions-là sont des questions dans lesquelles les économistes ne sont pas tous d'accord. Et donc, si vous avez tout à fait le droit, et c'est même très bien d'aller voir d'autres analyses sur la monnaie, et de compléter le cours par des documents extérieurs, mais faites attention que ce soit bien raccord, que ce qui est dit dans le cours et ce qui est dit dans le document ou dans la vidéo que vous regardez soit bien la même chose. Parce que le problème, c'est que du coup, vous allez me dire des trucs qui en fait sont, de mon point de vue, pas exacts, et vous n'allez pas dire des choses que moi j'ai dites. Et notamment, ce que je vous ai expliqué dans le cadre de la création monétaire, c'est que c'est plutôt les crédits qui font les dépôts plutôt que les dépôts qui font les crédits. Hein, vous voyez, donc ça, c'est une analyse, voilà, quand vous dites l'un, vous dites pas l'autre. Hein, donc il y a des choses qui sont contradictoires. Voilà, donc, bon, je reviendrai sur ces choses-là, hein, mais clairement, sur la création monétaire, il y a un document, le même, hein, qui a circulé en droit éco et aussi en licence classique, et beaucoup d'étudiants se sont focalisés sur ce document et en oubliant un peu le cours. C'est dommage, d'autant plus que les cours sont enregistrés. Voilà, donc j'arrête là sur l'examen d'IAE. Hein, je vois que vous êtes 56, c'est pas mal, mais enfin ça fait quand même pas beaucoup. J'imagine que les autres regarderont en différé. Alors, je vais reprendre. Voilà, je vais reprendre le cours. Voilà. Et donc, nous en étions là. Alors oui, nous avions terminé de voir donc dans l'introduction l'analyse marxiste de l'histoire en fait. Hein. Alors, pourquoi je vous parle de l'analyse marxiste de l'histoire? Parce que c'est une analyse qui est assez intéressante, qui décrit les ruptures et les évolutions des systèmes économiques, mais qui montre bien, c'est ça son intérêt, et à mon avis c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, qu'il y a toujours un lien entre le système économique d'un côté et le système politique institutionnel de l'autre. Et ce lien, il est double. Hein. Je veux dire que c'est les forces économiques, l'infrastructure, hein, qui, en quelque sorte, engendre des classes sociales. Et dès ces classes sociales naît un système institutionnel qui va l'organiser, en fait, politiquement, donc gérer non plus le rapport entre les hommes et la nature, mais le rapport des hommes entre eux. Mais on voit aussi dans l'analyse marxiste, c'est ça qui me semble intéressant, cette espèce de dialectique, c'est-à-dire ce mouvement contradictoire entre le système politique qui finit par devenir un peu autonome, qui finit aussi par s'organiser selon ses propres valeurs, et le système, l'infrastructure économique, qui elle aussi évolue par l'intermédiaire des technologies, etc. Et donc le problème, c'est que ces deux systèmes-là, hein, l'infrastructure qui est dessous, hein, je vous fais des petits dessins comme ça, petits schémas avec les mains, et puis la superstructure qui est dessus, bien, tout ça évolue de manière à la fois autonome, hein, et puis en même temps indépendant. Il y a une dépendance des deux. Et donc, quelque part, eh bien, on va se retrouver parfois à des fins de cycle, c'est-à-dire à une contradiction entre l'infrastructure et la superstructure qui va entraîner des révolutions. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'analyse de Marx, c'est que finalement, il a une vision dynamique des transformations des systèmes économiques. Et pas une vision statique où on dit l'économie c'est ça, point barre, et puis ensuite, voilà, les lois de l'économie, hein, si vous voulez, elles se perpétuent et elles existent indépendamment des institutions sociales et politiques et juridiques. Clairement, c'est pas le cas. Le marché, on va le voir d'ailleurs, ça va être un des éléments très importants qu'on va voir dans le deuxième chapitre, là, qui va commencer. Le marché, c'est pas un système naturel. C'est un système qui est organisé, qui est coordonné par les institutions politiques, par les lois, par les règles, etc.
créer une économie de marché, par exemple, ça ne vient pas spontanément, ça vient par des institutions. Alors, une chose d'ailleurs qui a pu nous permettre de le voir, c'est lorsque les systèmes communistes se sont effondrés et qu'il a fallu passer au capitalisme. Il y a eu toute une phase de transition qui a été à la fois très brutale pour les gens parce que toutes les anciennes règles ne valaient plus, il fallait trouver d'autres règles, et puis qui a entraîné aussi un effondrement économique, avant ensuite une reprise. Mais il y a eu la partie, les 10 ans, les 15 ans d'effondrement entre 90 et 2000. Alors, en réalité, il y a un effondrement qui a duré plutôt 2-3 ans, puis ensuite une lente reprise, mais le nouveau système capitaliste, il a mis du temps avant de se mettre en place. Tout ça démontre quoi? Que l'économie de marché n'est pas un système naturel, c'est un système qui est institutionnalisé. Et donc, c'est cette idée qu'il faut comprendre, c'est que il y a une forme de corrélation entre le système économique et le système politique. Il n'y a pas une économie autonome d'un côté et un système politique autonome de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, je vous ai terminé. Alors pourquoi je vous parlais de cette analyse aussi? C'est parce que moi je l'ai trouvée intéressante quand je l'ai eu en cours en première année, puisque c'était mon enseignant. Donc je vous montre le bouquin. Donc Jean-Pierre Doujon, Histoire des faits économiques et sociaux. Donc c'est un bouquin du coup que j'avais acheté parce que j'avais adoré le cours de ce prof. Je crois d'ailleurs que je l'ai acheté pas neuf, d'occasion. Bien en fait j'avais préféré son cours à son livre. Son livre est en fait assez petit, mais il donne les bases de l'analyse marxiste de l'histoire. Alors c'est pas ça qu'on va faire dans ce cours, on va pas faire l'analyse marxiste de l'histoire, mais voilà, je voulais quand même vous en parler un peu par sentiment personnel, parce que en 94, vous savez, je suis rentré en première année, moi on était en 94, donc ça fait un bout de temps, voilà, et donc j'avais beaucoup aimé les cours de ce prof, qui s'appelait c'est un cours d'histoire des faits économiques et sociaux. Alors, on a vu l'approche marxiste, mais je vous propose de voir aussi l'approche libérale de l'histoire. Alors, cette approche libérale, elle est très bien représentée par un chercheur, politologue, c'est pas un économiste, c'est comment on appelle ça? Je sais pas trop. Oui, c'est plutôt un politologue, un analyste historien aussi. Et il s'appelle Francis Fukuyama, il est né en 1952. Et à la fin des années 80, il publie un certain nombre d'articles, puis un livre qui s'intitule La fin de l'histoire. J'aurais dû le marquer en référence ici dans le PowerPoint. Et en fait, sa thèse est en fait assez simple. Il constate à la fin des années 80 un basculement d'un certain nombre de pays, notamment des pays d'Amérique latine, qui étaient des pays, souvent des dictatures militaires pour beaucoup d'entre eux, le Brésil, l'Argentine, le Chili, etc., et qui progressivement est en train de changer leur modèle, d'arriver vers la démocratie. Et puis en 89-90, en 89 on a la chute du mur de Berlin, et puis la transition aussi des pays communistes. Et il en déduit une loi en fait, qui est que finalement l'histoire aura été pendant très longtemps la recherche du meilleur système politique et économique. Alors on est passé par des empires, des petites communautés autonomes de chasseurs-cueilleurs, des empires, des royaumes, des États-nations, des systèmes communistes, fascistes, corporatistes et autres. Et puis, nous dit Fukuyama, en fait, on est fini par arriver à un système qui est le système le plus stable, qui est le système de la démocratie libérale. Donc en gros, l'idée de Fukuyama, c'est que les systèmes politiques, il y en a eu plein dans l'histoire, mais ils ont tendance à converger vers un système unique qui est celui de la démocratie libérale. Alors c'est une thèse évidemment très forte et puis très contestée et très contestable, parce que ça voudrait dire, tous les peuples du monde finiront un jour ou l'autre par arriver à la démocratie libérale. Alors pour appuyer sa thèse, Fukuyama dit la chose suivante. En fait, la raison pour laquelle tout converge vers la démocratie libérale, c'est parce que c'est le système le plus stable. C'est-à-dire qu'une fois qu'un pays se trouve dans cette situation de démocratie libérale, il reste dans ce système-là, une fois que la démocratie, on va dire, est complètement instituée, il n'y a jamais de retour en arrière. Alors que les systèmes communistes s'effondrent, les dictatures militaires fascistes s'effondrent, les royaumes périclitent, les empires s'effondrent également, mais le système qui ne s'effondre jamais, c'est la démocratie libérale. Donc il en conclut finalement une idée assez simple, c'est-à-dire que tous ces changements, ces révolutions, ces changements de système politique, ils sont instables, et quand ils arrivent à leur état de démocratie libérale, ils deviennent stables, et donc une fois qu'ils deviennent stables,
ils restent tels qu'ils sont. Et donc on ne revient plus en arrière sur de nouveaux royaumes, voilà, ou d'autres choses. Alors, cette fin de l'histoire que professe Fukuyama, ça ne veut pas dire la fin des événements historiques, ça ne veut pas dire plus de pandémie, ça ne veut même pas dire plus de guerre, puisqu'il y a des guerres entre démocraties libérales. Ça veut simplement dire que on va avoir ça va prendre du temps, mais il y aura au final une convergence vers des formes de démocratie, alors qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais qui auront tous l'aspect démocratie libérale capitaliste. Alors évidemment, il s'appuie donc sur l'idée qu'il n'y a aucune démocratie libérale instituée qui ait finalement renoncé à son système de démocratie libérale. Et donc c'est ça en fait la thèse qu'il défend, c'est une fois qu'on arrive à un système de démocratie libérale, on a un régime tellement stable qui se perpétue, qui ne change pas. Mais ça, cette thèse-là, finalement, elle n'est pas toujours vraie. Alors c'est vrai que, surtout écrit dans le 90, qu'on avait du mal à l'époque à avoir l'exemple d'une démocratie libérale qui soudainement aurait sombré dans le fascisme. Alors bien sûr, on a des exemples, par exemple la République de Weimar en Allemagne, qui du coup va sombrer dans le nazisme, ou la monarchie constitutionnelle italienne, qui elle aussi va sombrer dans le fascisme. Mais, nous dirait Fukuyama, on n'a pas là des démocraties vraiment établies. Hein, c'est-à-dire que, c'était pas des régimes, des nations suffisamment solides, des institutions suffisamment solides, et c'est la raison pour laquelle elles sont perverties en fascisme, etc. Donc l'idée de Fukuyama, c'est qu'il faut qu'il y ait des institutions établies. Alors, il y a cependant un contre-exemple très, très connu. Alors en général, quand je suis devant un amphi, je vous interroge, je vous dis, est-ce que vous avez l'idée d'un pays qui a été pendant des décennies une démocratie libérale stable et qui a sombré dans une dictature ou qui a vu son système s'effondrer. Alors en général, les étudiants, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Bon, c'est vrai on n'a pas un recul énorme de démocratie libérale. Je veux dire, les premières démocraties libérales, enfin la toute première, c'est vraiment les États-Unis d'Amérique avec la constitution je ne sais plus quand elle est faite d'ailleurs, dans les années 1790. Il ne faut pas confondre avec la déclaration d'indépendance de 1776, mais bon, on a, on va dire, la plus ancienne, la plus stable démocratie libérale au monde. Alors on peut penser aussi au Royaume-Uni, mais on n'était pas dans une véritable démocratie à la fin du XVIIIe siècle. Il a fallu quand même supprimer le suffrage censitaire, etc. Et puis il y en a une qui a existé pendant des décennies et qui s'est effondrée. Voilà. Alors je vais vous le dire parce que là on n'est pas en amphi, c'est difficile de faire un cours interactif, surtout que je ne vous vois pas du tout, mais c'est la France. La France, 1870, chute du Second Empire, défaite contre les Allemands, etc. Et puis établissement de la Troisième République. Cette Troisième République, elle va durer pendant près de 70 ans. Donc ça va être un régime politique extrêmement stable, qui va être évidemment contesté par des ligues fascistes dans les années 30, bien sûr, mais qui va s'effondrer après la défaite contre l'Allemagne en 1940, avec les pleins pouvoirs à Pétain et un régime qui devient un régime plus du tout libéral et plus du tout, qu'un régime fasciste en réalité. Donc, même s'il y a différentes formes de fascisme, c'est bien de cela dont il s'agit, le régime de Pétain, de Vichy. Et donc là, on a quand même un exemple de démocratie instaurée depuis longtemps, qui est vraiment depuis plus d'une génération. Beaucoup de gens sont nés dans un système républicain et qui s'autodétruit en quelque sorte. Alors on pourra dire oui, mais c'est pas autodétruit toute seule, c'est autodétruit à cause de l'invasion allemande. Mais vous voyez que déjà en 1990, quand Fukuyama sort son bouquin, on pouvait quand même voir qu'il y avait eu des contre-exemples et qu'en réalité des régimes de démocratie libérale stable et durable dans le temps, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc si on a déjà un contre-exemple alors qu'on a une poignée de pays qui ont vraiment eu des démocraties libérales, c'est peut-être que la thèse n'était pas complètement vraie. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit bien que les choses sont plus compliquées que ça. Par exemple, si vous prenez la Turquie, ça a été quand même une république pendant longtemps. Alors, est-ce que c'était une démocratie libérale, stable ? On peut discuter le caractère
très libérale, très démocratique de la Turquie. Mais enfin, on voit bien ici un durcissement du régime. Hein, voilà. On peut le voir aussi peut-être dans d'autres pays, hein, une forme de durcissement. Il y a eu, j'ai vu The Economist qui a fait un classement des démocraties dans le monde et la France est rétrogradée. On était une démocratie parfaite, maintenant on devient une démocratie imparfaite. Hein, donc voilà, donc il y a l'idée qu'une démocratie libérale est forcément stable et ne change jamais, c'est en quelque sorte l'aboutissement de l'histoire des systèmes sociopolitiques, et en réalité une idée assez contestable et contestée encore aujourd'hui. Alors j'ai vu qu'il y avait une remarque, alors je vais voir ce que c'est votre remarque. Oui, alors bien sûr, on a eu après la Révolution française un passage d'une démocratie, un retour de la monarchie. Oui, mais attention, encore une fois, on parle de démocratie stable. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est en pleine période révolutionnaire, on a eu plein de changements de régime, la Première République, la Deuxième République, enfin on a eu l'Empire. Voilà, on n'est pas dans une démocratie instituée. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est l'idée que et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver des exemples, en fait, hein, de démocratie libérale instituée. Donc maintenant, on peut dire que l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale, est une démocratie durable et instituée. Hein. Pensez par exemple que pour l'Europe de l'Est, c'est pas le cas, parce qu'ils sont démocratiques depuis 30 ans. Hein, donc on n'a pas un énorme recul dessus. Hein, mais voilà, l'Allemagne, on peut dire qu'aujourd'hui c'est une démocratie instituée, qu'il n'y a pas de... Si l'Allemagne devait retomber dans une forme autre de système politique, alors clairement ça serait un contre-exemple. Hein, mais même la Hongrie aujourd'hui, qui ne respecte pas totalement l'état de droit, on pourrait dire oui, mais bon, finalement, cette démocratie, elle n'est pas si ancienne que ça, et pas si instaurée. Alors ça fait quand même 30 ans qu'ils ont une démocratie. Voilà, donc faut penser à l'échelle en termes de génération. Hein, c'est-à-dire quand vous avez des gens qui ont vécu dans une démocratie, qui sont construits politiquement dans une démocratie, en général, nous dit Fukuyama, ils ne reviennent pas en cause, ils ne soutiennent pas des monarchies, des empires, des fascismes, etc. Mais c'est pas si vrai. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est cette thèse n'est pas vérifiée, n'est débattue, elle est aujourd'hui d'ailleurs très critiquée. Hein, pensez par exemple à ce qui s'est passé avec le Trumpisme, à ce qui s'est passé avec l'invasion dans le Capitole, qu'on a eu il y a quelques semaines. C'est pas une démocratie, ça. C'est-à-dire le peuple qui se révolte, qui va envahir le Parlement américain, c'est quand même le représentant du peuple. Bon, alors bien sûr, les États-Unis ne sont pas sombrés dans le fascisme après cet épisode, hein, mais on voit bien que la démocratie, elle n'est pas si solide, ou elle peut avoir des fragilités, et donc l'idée qu'un jour on puisse revenir en arrière sur un autre type de régime n'est pas totalement aberrant et impossible. Voilà. En fait, le problème de Fukuyama, c'est cette espèce de fin de l'histoire, c'est dire cette forme d'optimisme, enfin optimisme ou pessimisme, je ne sais pas, parce que tout le monde n'est pas forcément satisfait d'une forme de démocratie libérale telle qu'elle existe, mais il y a voilà, l'idée qu'on va tous converger vers un même modèle, et que ce modèle-là, ça sera en fait l'aboutissement de l'évolution socio-culturelle de l'humanité. C'est peut-être un peu simple. Voilà, en tout cas, c'est une thèse dont je voulais vous parler, parce que déjà, elle fait contrepoint de la thèse marxiste, hein, et puis en même temps, ça fait partie de la culture générale qu'il faut avoir quand on veut réfléchir, analyser un peu l'histoire. Bien, alors moi, ce que je vais faire dans ce cours, ce n'est pas de vous déterminer des lois de l'histoire. Je vais quand même quelque part, de temps en temps, vous donner pas quelques lois, mais on va dire quelques principes qui expliquent des éléments de l'histoire, mais je vais beaucoup plus me focaliser sur les faits économiques. Je vais plutôt montrer les évolutions, sans forcément expliquer le pourquoi de ces évolutions. Hein, c'est ça qui m'importe, moi, c'est plutôt le comment, qu'est-ce qui s'est passé, et je vais mettre en avant, parce que ça, je pense que c'est très important, les ruptures historiques. Hein, c'est-à-dire, voilà, je vous en ai donné, hein, le néolithique, la révolution industrielle, on va dire, voilà, enfin les grandes étapes, hein, qu'on a différents systèmes économiques qui vont engendrer différents systèmes politiques. Alors, pour terminer ce chapitre d'introduction, quelques références. Alors évidemment, je sais bien que vous n'allez pas tout lire. Mais si vous avez un peu vous ennuyez le week-end parce que c'est confinement ou parce que vous n'avez pas le droit de voir vos amis,
et que les jeux d'ordinateur vous en avez un peu marre, eh bien je vous invite à lire des livres qui vont vous apprendre beaucoup. Alors évidemment le tout premier, c'est celui-ci, alors je l'ai pris exprès pour vous le montrer, c'est Victoires et déboires de Paul Bairoch. Alors c'est un livre un peu ancien, c'est un livre publié en 96 je crois, mais on va dire que c'est quand même une référence de l'histoire économique. Alors il y a d'autres livres qui sont des livres d'histoire économique, mais celui-ci est vraiment pour moi passionnant. Je pense qu'il n'est pas trop daté, je pense que par ailleurs il est assez mesuré dans ses propos, et j'ai beaucoup utilisé ce livre pour faire ce cours, donc bien sûr vous allez retrouver dans ce bouquin, alors je vous ai mis ici que le tome 1, qui est le plus petit, désolé, ça fait, les autres sont plus gros, donc tout le tome 1, vous avez un résumé de tome 1 dans ce cours-là, et je vais même jusqu'à une grande partie du tome 2. Je n'ai pas utilisé ce livre, pour toute l'histoire économique du XXe siècle, que j'aborde en fait moins, parce que finalement c'est des choses que vous pouvez voir. Alors, autre livre que je vous conseille, du même Paul Bairoch, Un mythe et paradoxe de l'histoire économique. Donc ça, c'est un livre très simple, très connu, un grand classique, où il montre, il détruit un certain nombre de mythes de l'histoire. Alors, autre livre que j'ai aussi ici avec moi, parce que j'étais chez moi, c'est ce livre-là. Alors, c'est pas un livre, alors pour le coup, c'est pas du tout une référence, mais moi, c'est un livre que j'ai trouvé très sympa à lire, Une riche histoire de la société marchande. Donc, c'est un essai publié par une économiste agricole, je crois, qui travaillait, alors qui n'est plus économiste, mais on écrit des romans, enfin, elle a complètement changé de secteur. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça analyse, en fait, l'histoire marchande. Il y a énormément de références, c'est très sourcé. Donc moi j'ai trouvé, vous verrez que je le cite de temps en temps. Alors ensuite, pour la crise des années 30, mon cours s'appuie beaucoup sur le livre de John Galbraith, La crise économique de 1929, alors qui raconte en détail la crise de 1929, la crise boursière, mais c'est très amusant, et qui fait ensuite une analyse, c'est un grand économiste, Galbraith, fait une analyse des raisons pour lesquelles cette crise est arrivée, et là aussi on en reparlera dans le cours. On va terminer en fait ce cours sur la crise des années 30. C'est pour ça qu'on ne va pas voir beaucoup le XXe siècle. Alors moi j'ai lu aussi et j'ai adoré Sapiens de Yuval Noah Harari. J'en parlerai un petit peu. Alors c'est pas un livre d'histoire économique, c'est un livre d'histoire de l'humanité. J'avoue que au début je me suis dit mais comment on peut écrire en un seul livre l'histoire de l'humanité? Et il faut avouer que ce type écrit extrêmement bien, que c'est extrêmement agréable à lire, qu'il a des idées très intéressantes. Après, son analyse historique, elle est aussi contestée par des gens. C'est pas, c'est très grand public. Il y a sans doute des raccourcis importants dedans, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Et donc, si vous avez l'occasion, alors ça se lit vraiment comme un roman. C'est vraiment très très facile à lire. C'est très agréable, très bien écrit. C'est gros aussi, mais bon, c'est sympa. Et puis là aussi, pareil, un petit livre à lire économique, c'est une bande dessinée qui fait l'histoire économique. Alors là aussi, il y a des raccourcis, il y a des simplifications, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est quand même vachement bien fichu, vraiment, vous apprendrez plein de trucs, et voilà, donc faut toujours prendre du recul avec ce qu'on lit, mais il faut toujours confronter, diversifier ses lectures, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc Economics, c'est une bande dessinée, ça vous prendra du temps à lire, c'est long, c'est gros aussi, même si c'est une BD, c'est pas forcément facile, mais c'est très bien. C'est une BD américaine. Voilà. Donc, voilà quelques choses que vous pouvez lire. Bon, évidemment, je les ai tous lus, c'est pour ça que je vous les présente. J'en ai lu d'autres, mais voilà. Mais c'est ceux que je conseille pour vous. Je vous propose de commencer le chapitre 2, du coup. En passant, on fera bien 1h50 de cours. Donc là, voilà, on a fait une demi-heure déjà. Et donc, chapitre 2, fonctionnement, évolution des sociétés pré-industrielles. Oui, parce que l'économie ne commence pas avec la révolution industrielle. L'économie ne commence pas avec Adam Smith, la richesse des nations. Toute société humaine a une dimension économique. Toute société humaine produit de l'économie, même sans savoir le concept et de connaître la pensée économique. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est l'organisation de la production de richesse, j'en ai parlé au chapitre précédent, et sa distribution. Et toute société nécessite de produire de la richesse, donc toute société fait de l'économie, même si on n'a pas forcément conscience. Alors, donc l'économie existe dans les sociétés pré-industrielles. Alors on va voir dans ce chapitre, et on va prendre un peu de temps, parce que je pense que c'est important de comprendre justement comment fonctionnaient ces sociétés, parce que ça permet aussi
comment dire, quelque part de se regarder soi-même dans ce miroir un peu déformant qui est l'analyse des sociétés qui sont très différentes de la nôtre. Parce qu'il y a des choses qui vont être similaires et puis des choses qui vont être très différentes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Bon, alors jusqu'à la révolution industrielle, qu'est-ce qui va caractériser les sociétés? Alors moi, je voudrais les caractériser de deux manières, et du coup, ce chapitre va être divisé en deux parties. La première, c'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on a des sociétés qui sont essentiellement agraires, c'est-à-dire dont le cœur de l'activité économique, c'est l'agriculture. Et comme c'est l'agriculture, eh bien en fait, les progrès sociaux vont être déterminés par des progrès dans l'agriculture. Alors, il y a d'autres progrès à côté. Mais l'essentiel, et d'ailleurs, c'est les progrès de l'agriculture qui vont permettre la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on va basculer ensuite dans une autre type de société, qui sera une société industrialisée. On va avoir des taux d'urbanisation qui vont énormément augmenter, une croissance qui va beaucoup augmenter, enfin des changements extrêmement forts dans l'humanité à cause de la révolution industrielle. Je veux dire, la révolution industrielle, c'est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité après le néolithique. Le néolithique, c'est le passage à l'agriculture, on va en parler, et ensuite le passage à l'économie industrielle, à la société industrielle. Ça, c'est un changement profond qui fait qu'on va multiplier l'espérance de vie, tout va changer dans les sociétés. Donc tout va changer avec la révolution industrielle, mais parce que en amont, eh bien, il y a eu des progrès dans l'agriculture. S'il n'y avait pas eu ces progrès dans l'agriculture, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Et finalement, on a des sociétés pré-industrielles qui sont caractérisées par un niveau de développement qui va dépendre de leurs capacités, des capacités qu'elles ont à se nourrir et à se perpétuer, à répondre à leurs besoins physiologiques, leurs besoins vitaux. Une fois qu'elles ont répondu à ces besoins vitaux, eh bien, elles vont pouvoir faire autre chose. Donc, plus on va répondre efficacement à ces besoins de s'alimenter, plus on va pouvoir développer de nouveaux aspects de notre économie, c'est-à-dire d'autres types de biens que simplement les questions alimentaires. Mais il y a une autre chose que je voudrais voir dans ce chapitre. Alors, peut-être que je le verrai un peu moins longtemps, mais je trouve ça intéressant de le voir. Je vais raconter une autre histoire, qui est l'histoire de notre rapport aux marchands, à la société de marché, au marché. Le rapport, ce que j'ai parlé ici, j'écris de rapport marchand. C'est-à-dire comment est-ce qu'on commerce et comment on appréhende, d'un point de vue culturel cette fois-ci, le commerce. Alors pourquoi ? Parce que le capitalisme industriel, donc qui apparaît au XVIIIe siècle en Europe, en Angleterre même très précisément, ce capitalisme industriel, il est le produit à la fois d'une technologie agricole, puisque c'est la base d'une capacité à nourrir les gens suffisante. C'est parce qu'elle va être suffisante qu'on va pouvoir avoir des gens qui vont se déployer dans l'industrie. Mais le capitalisme industriel, il est aussi fondé sur une logique marchande. Le capitalisme d'ailleurs, en tant que système d'organisation de la production, il existait avant la révolution industrielle. Le capitalisme, l'idéologie capitaliste, l'idée d'accumulation privée du capital, eh bien, elle précède la révolution industrielle. Et donc, on a en fait la conjonction de deux phénomènes qui vont se rejoindre, qui est l'industrialisation d'un côté, mais le mode d'organisation de cette industrialisation qui est le capitalisme. Et donc, on va voir émerger le capitalisme industriel. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est justement de comprendre comment cette réflexion, on va dire, sur le rapport au marché va se transformer depuis les sociétés paléolithiques jusqu'à l'aube de la révolution industrielle. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous raconte en fait deux histoires. La première, c'est l'histoire de l'amélioration des progrès dans l'agriculture. Et la deuxième, c'est une autre histoire, l'histoire d'un rapport au monde, d'un rapport au marché, aux marchands, au capital, qui va lui aussi progresser dans l'humanité. Alors, pas dans toute l'humanité, parce que ce qui m'intéresse, c'est les sociétés européennes, puisque c'est là que va émerger le capitalisme industriel. Donc je vais me centrer beaucoup plus sur l'Europe. Alors aussi parce que je ne veux pas tout faire, et parce que je ne connais pas tout. je ne suis pas un historien de l'histoire globale. L'histoire globale, c'est l'analyse des rapports des sociétés et du monde. Donc je vais plutôt prendre un prisme, on va dire, européen, pour essayer d'expliquer ces deux évolutions. Voilà, donc je vais commencer par, du coup, l'introduction, elle est terminée, vous voyez, c'est simple. Et maintenant, je vous propose de commencer directement par l'analyse des sociétés agricoles. L'histoire des sociétés agricoles. Alors, tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que
Quand on parle d'histoire, en général, on fait référence à l'écriture. C'est-à-dire qu'on considère très souvent que l'histoire commence au moment où on écrit, puisque c'est là qu'on peut avoir des témoignages directs de gens de l'époque. Mais bien sûr, l'histoire, entendue non pas au sens de l'analyse des écrits de l'ancien, existe depuis bien longtemps. La société humaine a évolué avant même l'invention de l'écriture. Et d'ailleurs, il faut dire une chose aussi importante, c'est que l'écriture émerge dans des sociétés qui sont déjà extrêmement évoluées. C'est-à-dire qu'en fait, pour déjà inventer l'écriture, il faut avoir des besoins d'écriture. Très souvent, ça commence par la comptabilité. Et la comptabilité, elle est nécessaire parce qu'on a déjà une société organisée, et notamment très souvent un impôt, puisque ce qui est au cœur de la comptabilité, souvent, c'est la fiscalité. Donc on a un État qui lève l'impôt et qui a besoin de savoir qui a payé quoi et qui doit le marquer sur des tablettes en argile, sur des parchemins, sur des papyrus, sur des supports écrits pour être capable de comptabiliser ce qu'on lui a donné et savoir qui doit lui donner des choses. Donc en fait l'écriture, elle apparaît à cause de ce besoin-là, ce besoin d'organisation de l'État, et donc l'écriture apparaît dans des sociétés qui sont déjà des sociétés évoluées, qui organisent sous la forme d'un État. Mais avant cela, bien sûr, il y a eu des choses qui sont passées. La société humaine a évolué. Donc avant, dans les sociétés préhistoriques, donc avant l'histoire, il y avait des choses. Et il y a notamment des technologies qui ont évolué. Alors il y a un événement. Alors vous voyez là, je vous parle de Yuval Harari, donc le livre Sapiens, qui est au cœur de son livre, qui est ce qu'il appelle la révolution cognitive. Alors cette révolution cognitive, pour Harari, ça expliquerait comment est-ce qu'Homo sapiens, parmi toutes les espèces ou sous-espèces humaines qui existaient à l'époque, parce que en 70 000 avant Jésus-Christ, il y avait aussi l'homme de Néandertal qui occupait l'Europe, il y avait d'autres populations humaines, je ne me souviens plus en Asie comment ils s'appelaient, on avait d'autres sous-espèces, on va dire humaines, et ce qui s'est passé, c'est que Homo sapiens, qui vient d'Afrique, a conquis le monde entier, à partir de 70 000 avant Jésus-Christ. Et donc Harari se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Homo sapiens supplante les autres espèces humaines. Alors très souvent, on a tendance à penser que eh bien, c'est parce qu'il était plus intelligent que les autres, plus évolué. Et en réalité, ce que nous démontrent les dernières recherches sur notamment l'homme de Néandertal ou d'autres espèces, c'est qu'en fait, l'homme de Néandertal, par exemple, il n'a pas un cerveau plus petit qu'Homo sapiens, il est même plutôt plus gros, il sait communiquer, il sait parler, et a priori, il n'y a pas de différence physiologique importante entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Et donc, il existe, ici, nous dit Harari, un mystère, qui est pourquoi est-ce que Homo sapiens a tout d'un coup, très rapidement, en quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est très rapide à l'échelle, Homo sapiens, il naît en 250 000, 300 000 avant Jésus-Christ. Bon, voilà, donc pendant 200 000 ans, il ne s'est rien passé. Il est resté en Afrique, sur le continent africain, mais il n'a jamais pu supplanter dans le Néandertal. Puis tout d'un coup, 70 000 ans avant Jésus-Christ, hop, Homo sapiens sort d'Afrique et conquiert le monde. Alors pourquoi ? Harari dit la chose suivante. Eh bien, il y a eu une révolution cognitive dans un groupe d'Homo sapiens. Cette révolution cognitive, nous dit Harari, c'est l'acquisition de l'abstraction. Voici sa thèse. Je vous la livre et puis vous verrez, vous lirez son livre si ça vous intéresse. Je trouve que c'est très intéressant. C'est une thèse qui n'est pas démontrée. Elle n'est pas démontrée parce qu'elle n'est pas démontrable. Parce qu'on ne saura jamais comment les choses sont passées réellement, parce que là, on n'a pas des supports écrits, on n'a pas des preuves tangibles de cela. Parce que pourquoi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Non pas, les capacités du cerveau ne sont pas améliorées, mais en fait, on est passé, c'est un peu ça qu'il dit à Harari, on est passé de l'état animal à l'état humain. Qu'est-ce que c'est que la différence entre l'état animal et l'état humain ? C'est la capacité d'abstraction. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'abstraction ? Là, comme on le voit, alors on le voit, nous dit Harari, par l'apparition de peintures, d'objets qui sont plus figuratifs ou qui vont au-delà du figuratif, ou de l'utilitaire en particulier, qui représentent des choses et des idées en fait. Et en fait, ce que dit Harari, c'est que les sociétés humaines primitives, qui avaient exactement les mêmes gènes que nous, qui n'est pas plus bête ni plus intelligent, eh bien, elles communiquaient avec des semblables qui se connaissaient
et elle s'organisait autour de quelques dizaines d'individus qui pouvaient entretenir des relations suivies les uns avec les autres. Au-delà de quelques centaines, on ne se connaît plus, on ne peut plus se faire confiance, et donc, nous dit Harari, on ne peut plus collaborer. Donc, en fait, on a des tribus humaines de quelques dizaines, quelques douzaines, mettons 100 maximum, personnes qui collaborent parce qu'ils se connaissent directement. Mais quand on a cette révolution cognitive, dont il dit qu'elle apparaît autour de 70 000 ans avant Jésus-Christ, c'est là qu'on va retrouver effectivement des éléments d'art, d'abstraction. Alors, on va collaborer avec nos semblables, non pas sur le rapport humain personnel qu'on a avec eux, mais par rapport à un mythe qu'on construit et qui nous rassemble. Qu'est-ce que c'est que ce mythe? Eh bien, justement, c'est l'idée qu'on existe, qu'on partage quelque chose qui n'est pas les relations invécues, quelque chose de tangible, mais qui est quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire, par exemple, on est la tribu des Français, oui, je dis en France, bon. Et donc, même si on arrive à collaborer tous dans ce pays qu'est la France, parce que tous on s'identifie comme on se représente une identité commune, alors même qu'on n'a pas de lien les uns avec les autres. Harari prend un exemple encore plus amusant. Il dit, ben voilà, par exemple, l'entreprise Peugeot, c'est l'exemple qu'il prend, en fait, c'est une construction abstraite. Peugeot est une entreprise, mais Peugeot, en fait, rassemble des centaines, de dizaines de milliers de travailleurs qui l'obligent à collaborer. Mais pourquoi les gens collaborent? Parce qu'il y a une entité abstraite, qui est Peugeot, l'entreprise Peugeot, qui va rassembler des gens et les obliger à se coordonner. En fait, Peugeot est une abstraction, de la même façon que la France est une abstraction, ou que l'université est une abstraction. C'est une idée, en fait. Bien sûr que cette idée, elle engendre des faits réels, des comportements réels, mais à la base, c'est une idée. Et donc, on croit en Peugeot comme on croit en la France, ou comme on croit à l'université, ou des choses comme ça. Et c'est ce passage de la relation personnelle qui engendre la collaboration, c'est-à-dire qu'on se connaît, donc on s'estime, donc on travaille ensemble, à une relation abstraite. On ne se connaît pas, mais on va tous se retrouver à l'université pour organiser des cours. Eh bien ça, c'est ce qu'il appelle la révolution cognitive. Ça nécessite, nous dit Harari, un changement profond dans l'architecture, dans notre pensée, donc dans l'architecture du cerveau. Et donc, en fait, Harari nous dit, c'est la raison pour laquelle Homo sapiens a supplanté les autres sous-espèces humaines. C'est-à-dire que cette révolution, pendant 200 000 ans, il ne s'est rien passé dans les sociétés humaines. Et tout d'un coup, peut-être un groupe de personnes a commencé à créer des mythes abstraits qui a permis de rassembler et de faire collaborer, non pas quelques dizaines ou douzaines d'individus entre eux, mais des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. On a pu voir apparaître du coup des formes de nations ou des systèmes qui regroupent beaucoup plus que quelques dizaines de personnes. Et du coup, eh bien, ces communautés humaines de milliers de personnes avaient une capacité à collaborer bien plus efficace que les petits groupes épars d'humains qui collaboraient uniquement en se reposant sur des relations personnelles. Et donc, eh bien, cet Homo sapiens, il a pu supplanter les autres espèces humaines grâce à sa capacité à collaborer. La thèse de Yuval n'est pas forcément à connaître. Je vous en parle parce que ça me plaît, moi, mais ce n'est pas le cœur du cours. Par contre, ce qu'il faut connaître, c'est révolution cognitive. Voilà, la révolution cognitive, c'est l'acquisition, donc je vous donne la définition, c'est l'acquisition de la capacité d'abstraction qui permet aux êtres humains de collaborer. Voilà, c'est ça. À ne pas confondre avec la révolution cognitiviste que vous retrouverez sur Wikipédia, qui n'a rien à voir. Donc on parle ici, révolution cognitive, c'est l'acquisition par les êtres humains d'une capacité d'abstraction qui leur permet de collaborer à partir d'inventions abstraites qui est, par exemple, une identité nationale, ou culturelle, ou religieuse, ou l'idée qu'il existe des entreprises, des choses comme ça. Bref. Alors voilà, donc c'est ça que... Donc l'humain, il acquiert l'abstraction, en quelque sorte, capacité d'abstraction, et du coup, ça va permettre de collaborer, c'est ça la thèse d'Harari, et donc de supplanter les autres espèces, et de coloniser le monde entier. La deuxième chose qui va apparaître, bien sûr, c'est l'écriture, j'en ai déjà parlé. Alors l'écriture apparaît il y a à peu près 5000 ans, un peu plus de 5000 ans, en Mésopotamie, en Égypte. Alors c'est deux formes d'écriture très différentes.
En Chine, alors en Chine, on ne sait pas trop quand ça apparaît en fait, hein, mais on est sûr que ça apparaît en 1200 ans, on trouve les premiers supports écrits, réellement écrits, 1200 ans avant Jésus-Christ, donc, oui, donc on est bien plus tard. Et puis l'écriture va apparaître aussi dans d'autres endroits, elle va apparaître en Amérique du Sud, enfin centrale du Sud, chez les Mayas, chez les Incas, etc. Donc on va avoir tous des systèmes comme ça d'écriture qui vont apparaître. Nous-mêmes en Europe, finalement, on est les héritiers de l'écriture cunéiforme, de l'écriture phénicienne, de l'écriture grecque et romaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transformation, mais on a bien ici à chaque fois des écritures alphabétiques, alors que pour l'Égypte ou la Chine, on a des écritures de type idéogramme. Ces sociétés qui connaissent l'écriture, eh bien, ce sont des sociétés évoluées. Pourquoi elles sont évoluées ? Parce qu'elles sont organisées en États, elles ont besoin d'organiser un système de fiscalité, de comptabilité. Hein, c'est ça qui va faire naître l'écriture. Et pourquoi elles ont besoin d'organiser un système de comptabilité et de fiscalité ? Parce qu'il existe des États. Et pourquoi il existe des États ? Parce qu'il existe des villes. Et pourquoi il existe des villes ? Je vais vous expliquer tout ça. Parce qu'on a découvert l'agriculture. Parce qu'on a inventé l'agriculture. Alors, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Hein, donc, le néolithique, c'est le passage... c'est l'âge qu'on a, typiquement ça veut dire l'âge de la nouvelle pierre, mais ça signifie en réalité l'invention de l'agriculture, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'invention de l'agriculture implique une nouvelle pierre. Tout d'abord, il faut dire qu'avant le néolithique, donc qui va commencer en 9000 avant Jésus-Christ, hein, au début, on va avoir d'abord la fin du paléolithique. Donc le paléolithique, c'est donc l'âge de l'ancienne pierre, c'est en fait des chasseurs-cueilleurs, hein, c'est-à-dire que l'humanité n'est composée que de chasseurs-cueilleurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire la chasse, hein, et puis ils vont aussi se nourrir avec... alors ils ont une nourriture qui est d'abord de bonne qualité, hein, très carnée, évidemment, beaucoup de viande, et ça nourrit bien la viande en fait, hein, et les êtres humains. Et puis très riche aussi, les végétaux, ce qu'ils mangent, c'est très divers, très varié. Hein, contrairement au néolithique, on va manger essentiellement du blé ou du riz, ça dépend de quel endroit on se trouve, ou du maïs. Donc du coup, on va avoir un régime assez pauvre au néolithique, alors qu'au paléolithique, on a un régime assez riche. Ça aussi, Harari, il en parle, c'est très amusant. Il explique que finalement, les gens du paléolithique étaient bien mieux nourris que les gens du néolithique, et on le voit dans les squelettes. Hein, l'homme de Cro-Magnon, par exemple, qui est un homme du paléolithique, Cro-Magnon, les squelettes, il fait 1m80, enfin voilà, c'est des hommes, alors ils ont des blessures, ils meurent jeunes, hein, tout n'est pas rose, mais ils sont en fait mieux nourris, ils ont moins de maladies que les gens du néolithique, parce que quand on est au néolithique, on a une nourriture qui est assez pauvre, on est soumis aussi aux maladies parce que on se concentre davantage, hein, donc on propage mieux les maladies, alors quand on est une petite tribu nomade, en fait on ne rencontre pas beaucoup d'autres hommes, donc on ne propage pas trop les maladies. Et puis aussi l'autre chose très importante, c'est le bétail qui propage les maladies. On l'a vu avec la crise du Covid, hein, très souvent la grippe, les virus, ils viennent d'un passage d'espèce à l'autre. Et l'agriculture, parce qu'elle utilise beaucoup la domestication animale, et que ces animaux sont élevés dans des conditions d'hygiène pas géniales, à l'époque on ne connaissait pas trop l'hygiène, eh bien ils sont vecteurs de maladies, là aussi pour les hommes. Bref, que se passe-t-il ? À la fin du paléolithique, il y a une période intermédiaire qui s'appelle le mésolithique. Alors les mésolithiques, méso c'est moyen, donc on a paléolithique, l'âge de l'ancienne pierre, néolithique, l'âge de la nouvelle pierre, et donc mésolithique, l'âge de la pierre moyenne. Voilà. Alors en fait, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y a pas forcément des pierres moyennes, voilà, c'est les mêmes types de pierres, mais il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors ce qu'on constate dans cette période-là, notamment en Europe, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est qu'il existe un réchauffement climatique. Hein, on est à la fin de l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire c'était 20 000, 25 000 ans avant Jésus-Christ, et là progressivement, donc, à partir de moins 15 000, le climat se réchauffe, l'hémisphère nord se couvre de forêts, et donc ça va entraîner la population humaine qui vit dans ces endroits-là à pouvoir se développer un peu mieux. Et il va y avoir une innovation technologique importante, c'est l'usage de l'arc. Avant on avait des lances, l'arc est bien plus efficace. Et puis on va voir apparaître aussi à ce moment-là, dans la période du Mésolithique, un début de culture d'espèces sauvages, c'est-à-dire qu'on va faire de l'agriculture, mais on n'appelle pas ça l'agriculture,
Parce que pour qu'il y ait agriculture, il faut qu'on cultive et qu'on élève des espèces domestiques. L'agriculture implique la domestication. Ici, on prend des plantes sauvages, on les met dans la terre, elles poussent, voilà, et on recueille les fruits. Alors, on pourrait penser que c'est l'agriculture, mais il manque une étape extrêmement importante qui est la sélection des semences et donc la domestication de ces semences. Pareil, on va domestiquer le chien, enfin le loup, on va transformer le loup en chien pour la chasse, parce qu'on a des besoins de chasse, mais on ne va pas forcément domestiquer. Alors du coup, on va chasser des chevreuils, etc., mais on ne va pas chercher à les domestiquer des mouflons, et ces mouflons, c'est des moutons sauvages, et on ne va pas les faire reproduire entre eux pour les sélectionner, pour qu'ils donnent plus de laine ou qu'ils soient plus gras, et tout ça. Donc c'est ça la différence entre comment dire, la culture d'espèces sauvages qu'on trouve parfois au néolithique et l'agriculture, c'est-à-dire un véritable système de production et de sélection des espèces animales et végétales pour les besoins de l'homme. Alors autre chose qu'on va voir apparaître au Mésolithique, c'est l'industrie céramique. Alors qu'est-ce que c'est l'industrie céramique? C'est la poterie. Alors on dit industrie céramique parce qu'on va trouver beaucoup de poteries dans cette période-là. La poterie va être nécessaire à l'agriculture parce que c'est un élément qui permet de conserver les aliments de manière efficace. Oui, parce que quand on produit du blé, par exemple, il faut bien qu'on l'entrepose quelque part, parce que les récoltes arrivent une fois par an, et vous avez des récoltes de blé, qu'est-ce que vous en faites après, Il faut évidemment éviter qu'ils se fassent manger par les rats, par les oiseaux, etc. Donc il faut le sceller complètement, le sécher, et donc il faut le mettre dans une amphore, finalement, c'est ça qui se passe. Les amphores, c'est les boîtes de conserve de l'époque, et qu'est-ce que c'est qu'une amphore? C'est un objet de terre cuite. Donc l'agriculture ne peut se produire que si on a déjà l'habitude de cultiver des espèces sauvages, si on a de la céramique, parce qu'on a besoin d'entreposer, de garder des stocks de nourriture. Et donc à partir de là, on va voir apparaître le néolithique, qui va être caractérisé par une nouvelle pierre, dont je vais en parler, mais aussi, surtout, nous ce qui nous intéresse, c'est l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire à la fois la culture d'espèces de plantes, mais aussi la sélection et la domestication de ces plantes et de ces animaux, parce qu'il y a aussi toute la question de l'élevage. Il y a deux dimensions, la culture des végétaux qui vont se nourrir, et puis l'élevage aussi qui fait partie de l'agriculture. Alors, du coup, le néolithique, en fait, il apparaît parce que on va voir des sites de fouilles, et là on s'aperçoit qu'on passe de la pierre taillée à la pierre polie. La pierre taillée, c'est quoi? C'est une pierre c'est un silex qu'on a cassé avec un autre silex très souvent, et on a débité un peu pour en faire un outil tranchant qui va nous servir à couper la viande ou très souvent à mettre à la pointe des flèches. Et donc en fait l'industrie de la pierre taillée, c'est typiquement du paléolithique parce que c'est des flèches, des lances, des outils pour découper la viande, et on les produit en masse. Voilà, on les produit en masse parce qu'on va tirer beaucoup de flèches et donc on les produit vite, et de manière efficace. Lorsqu'on va passer à une société néolithique, on va avoir besoin d'autres types d'outils. On va avoir besoin de haches pour défricher. On va avoir besoin d'outils qui vont être beaucoup plus imposants et qui vont être beaucoup plus solides et qui vont pas forcément, qu'on va pas balancer comme ça sur les animaux. Donc du coup, on va avoir moins d'outils, mais plus efficaces et plus tranchants, mieux faits, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on parle de pierre polie. C'est-à-dire que typiquement, vous voyez, vous voulez faire une lance, vous allez de toute façon casser vos pierres à force d'attaquer les animaux avec et de chasser. Mais quand par contre vous avez une hache, là vous avez besoin d'une pierre au bout de votre bâton qui soit très efficace et vous n'allez pas la perdre. Vous allez chercher à la polir, à la réparer éventuellement. Donc on a des outils plus effilés, plus tranchants, plus efficaces, mais moins nombreux. Donc on ne produit pas en masse, on produit plutôt en qualité. Autre chose qui va caractériser les sites néolithiques, c'est bien sûr l'apparition de céramiques nombreuses pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'on a besoin d'entreposer, donc on a besoin beaucoup de poterie pour vivre. On a aussi besoin de maîtriser la production de feu. Alors attention, le feu, deux éléments, l'usage et la production.
Bon, en fait, on sait très souvent, on connaît bien l'usage depuis 500 000 ans, avant même l'apparition de l'espèce Homo sapiens. Hein. L'Homo sapiens est né d'une espèce qui cuisait sa viande. Hein. Donc, voilà, le feu fait partie complètement de notre ADN, si je puis dire. Mais parfois, on ne savait pas forcément le produire voilà, correctement. Là, il faut absolument qu'on produise du feu, qu'on sache qu'on ait des systèmes de production de feu qui soient efficaces, parce que le feu est absolument nécessaire, notamment pour la céramique, pour plein de choses. Et donc, c'est le quatrième élément extrêmement important, c'est la domestication de plantes vivrières, d'animaux d'élevage. Alors, on parle bien ici d'animaux d'élevage, c'est-à-dire qu'on va élever pour sa viande. On a déjà domestiqué le loup en faisant des chiens. On domestique aussi le chat, à ce moment-là du néolithique, parce que ce chat ça va être très utile pour attraper les souris et les mulots qui vont bouffer nos céréales. Voilà, on va domestiquer le chat en fait pour des besoins de l'agriculture, alors qu'on a domestiqué le chien pour les besoins de la chasse. Et puis il va y avoir une sédentarisation progressive des populations, puisqu'on ne suit plus les troupeaux, maintenant on peut rester au même endroit, cultiver les mêmes parcelles année après année, donc on n'a plus besoin de bouger. Alors attention, cette sédentarisation, elle n'apparaît pas systématiquement dans le néolithique. Je vais vous montrer, on peut avoir des systèmes d'agricoles qui sur l'abatis brûlis, hein, donc on défriche et on brûle des parcelles de terre hein, pour cultiver dessus. Ça implique qu'on bouge en fait, hein, donc des villages mobiles. Hein, donc sédentarisation, c'est pas systématique et c'est pas pour tout le monde forcément. Il y a des gens qui vont se sédentariser, notamment tous ceux qui vont vivre du fruit du travail des autres, hein, les États, hein, les châteaux, etc. Mais parfois la population, elle, ne sera pas tout à fait sédentaire. On a encore aujourd'hui, au Laos par exemple, il y a des systèmes d'abatterie brûlis avec des villages nomades hein, qui changent d'endroit où ils vont cultiver, qui sont à un rythme tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et puis très vite, quelques milliers d'années plus tard, on va changer d'outil, on va passer au bronze hein, au lieu du pierre, hein, parce que voilà. Donc là, l'âge du bronze, il va commencer en 3000 avant Jésus-Christ à 1000 avant Jésus-Christ. Donc là, on a vraiment les premières vraies civilisations de l'âge du bronze, qui va permettre d'avoir des outils bien plus efficaces. Et le bronze implique aussi une organisation sociale bien plus importante. Alors, ces foyers du néolithique, ils apparaissent de manière indépendante à différents endroits du monde. Alors, on va les reconnaître parce qu'on ne va pas domestiquer les mêmes plantes, on ne va pas domestiquer les mêmes animaux. En 9000 avant Jésus-Christ, on a le premier foyer, en fait, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile, hein, c'est-à-dire la Mésopotamie, donc l'Irak, hein, globalement, les fleuves Tigre et l'Euphrate, l'Égypte. Hein, donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces endroits-là ? On a des fleuves extrêmement fertiles. Le Nil, pensait qu'il crée des inondations chaque année, ce qui fertilise avec le limon apporté par le fleuve, mais aussi avec l'eau, bien sûr, qu'il apporte. Ça fertilise les berges du fleuve, et ensuite on peut cultiver de manière extrêmement efficace, puisqu'on a un climat, il fait toujours beau en Égypte, hein, quasiment, un climat désertique, pareil en Irak d'ailleurs, et donc c'est peut-être là que l'agriculture est le plus facile à faire. Au bord de ces fleuves désertiques qui ont des crues régulières. Et donc c'est logique que l'agriculture commence à ces endroits-là. Alors qu'est-ce qu'on va cultiver en Mésopotamie, en Égypte ? On va d'abord domestiquer le mouton, la chèvre, le bœuf, l'âne. Donc vous voyez tout un ensemble d'espèces qui existaient de manière sauvage et qu'on va domestiquer, le dromadaire, le porc. On cultive du blé, de l'orge, des légumineuses, voilà. Et en fait, c'est ça qui est à la base de notre agriculture européenne, hein, parce que concrètement, cette agriculture s'est étendue ensuite dans le bassin méditerranéen et puis partout en fait en Europe, dans l'Ouest. Alors cette agriculture, donc c'est pareil, hein, on prend des espèces sauvages, on les sélectionne, on les améliore par la sélection, on les cultive, on les nourrit. On se nourrit de cela. Il faut bien comprendre que cette agriculture est extrêmement efficace dans les bords des fleuves, de Tigre, Euphrate, Nil, etc. Elle est beaucoup moins efficace, cultiver le blé, ça devient beaucoup plus difficile. Et une fois que vous partez de là, hein, vous avez des problèmes d'eau, d'accès à l'eau par exemple, vous avez des terres qui sont moins riches. Hein, donc ce qui est intéressant à noter, c'est que cette agriculture va être inventée parce qu'elle est très efficace à un endroit, mais elle va se propager malgré le fait qu'elle ne soit pas forcément aussi efficace à d'autres endroits. En Chine, on a un peu le même phénomène. On a un foyer néolithique qui apparaît à peu près au même moment, d'ailleurs, hein, à 500 ans près.
Alors avec d'autres plantes, bien sûr, d'autres... alors on a le porc aussi, donc le même animal, le sanglier au départ, et puis voilà, c'est... Sans doute que on chassait le sanglier très largement au moment du Paléolithique et que du coup, voilà, c'est l'élément de nourriture qu'on a gardé dans la culture et qu'on a transformé du coup en porc, en domestiquant. Le riz, voilà, bon, typiquement, c'est pas pour rien que le riz est en Asie, c'est parce que c'est là qu'on l'a sélectionné et cultivé en premier, le millet, les choux, etc. En Inde, on a la volaille, les poulets, voilà, tout ça, le buffle. En Afrique subsaharienne, le mil, le sorgho, l'igman. En Amérique, pareil, au même moment. Donc, vous voyez, à chaque fois que. Alors, ça n'arrive pas toujours au même moment. Vous voyez, on a 3000 ans d'écart ou 4000 ans d'écart entre certains foyers. Il y a des foyers qui vont rester au Paléolithique pendant des siècles, des millénaires. Il y avait encore, au début du XXe siècle, de nombreux foyers du Paléolithique, des chasseurs-cueilleurs, ça existait encore en fait. Et il y a encore des sociétés qui sont fondées un peu sur le nomadisme. Donc, c'était pas une nécessité de passer à l'agriculture. Tous les êtres humains ne sont pas passés à l'agriculture spontanément. Il y en a qui sont passés directement du Paléolithique à la société industrielle. Voilà, pensez aux tribus en Amazonie ou dans d'autres endroits du monde. On va expliquer d'ailleurs pourquoi ils ne passent pas à l'agriculture, parce que pour eux c'est pas forcément efficace. J'y reviendrai. Bon, en Amérique, le haricot, la pomme de terre, le maïs, les cochons d'Inde. Oui, les cochons d'Inde étaient cultivés pour leur viande en fait, enfin cultivés, élevés pour leur viande. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être des cochons d'Inde chez eux et ils n'ont pas envie de les manger. C'est pas tout à fait les mêmes espèces. Là, les cochons d'Inde qu'on mangeait en Amérique centrale, c'était des cochons d'Inde bien plus gras, gros, voilà, qu'on avait élevé et domestiqué. L'espèce sauvage, je crois, c'est le cobaye. Voilà, et pour les manger. Les camélidés, donc ce sont les lamas, des choses comme ça, qu'on a aussi élevés. Voilà, donc, voilà, le dindon. Voilà, donc toutes ces espèces, finalement, à chaque fois qu'on a un foyer agricole, on a des espèces différentes, ou parfois similaires, en fait, qu'on va cultiver ou qu'on va élever. Alors évidemment, le passage au néolithique va s'accompagner d'une chose extrêmement importante, qui est l'apparition des villes. Et qui dit apparition de villes, dit apparition de civilisation, c'est-à-dire d'un pouvoir centralisé qui va exister quelque part et qui va pouvoir contrôler son arrière-pays. Au moment du Paléolithique, on n'avait pas de ville. Alors on n'avait pas de ville pour deux raisons. La première, évidemment, c'est que les tribus étaient nomades, mais en fait, le fait d'avoir du nomadisme n'empêche pas a priori forcément les villes. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tout à fait avoir des peuples qui vont chercher la nourriture en ayant un territoire plus ou moins grand et qui vont rapporter une partie des surplus à des endroits, à des personnes qui ne vont pas chercher la nourriture et qui vont profiter. C'est comme ça, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les sociétés du néolithique. C'est-à-dire qu'on a, et dans la société encore aujourd'hui, on a une partie de la population qui nourrit l'autre. Et donc l'autre fait autre chose pour la partie qui nourrit. Le problème, c'est qu'au Paléolithique, on n'est pas assez efficace en termes de production de nourriture par rapport à la surface qu'on exploite, ce qui ne permet pas, avec les technologies de transport de l'époque, d'alimenter une ville, même une petite ville de 1000 habitants. Alors, ça c'est le calcul que fait Paul Béroc, que je trouve assez amusant et je vais vous le refaire ici. Pour qu'il y ait une ville, n'oubliez pas, une ville, ça regroupe des gens qui ne produisent pas des biens alimentaires. Voilà, c'est ça la caractéristique d'une ville. Donc ça veut dire qu'ils sont nourris par les autres, qui eux vont produire des biens alimentaires, que ce soit par la chasse, par l'agriculture ou n'importe quoi. Si on est une société paléolithique, une société de chasseurs-cueilleurs, pour qu'il y ait une ville, la question se pose de savoir combien il faut être de personnes, combien il faut de surface pour produire suffisamment à manger pour ceux qui vont vivre en ville. Quelle est la part du surplus vivrier stockable et transportable qu'on peut amener à la population urbaine pour la nourrir? Alors voilà le calcul que fait Paul Béroc. Il dit la chose suivante. En fait, dans une société paléolithique de chasseurs-cueilleurs, 1 km² peut nourrir, selon le climat, soit 2 à 3 habitants, soit
0,1 habitants dans les régions tempérées, donc dans les zones tropicales, soit 0,003 habitants dans les régions arctiques. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du climat, 1 km² sera, si on fait de la chasse et de la cueillette, pourra nourrir un nombre limité de personnes. Plus le climat sera favorable, plus on va nourrir de gens, mais on ne va pas accéder à plus de 2-3 habitants. Alors si on se met maintenant dans une situation type européenne, donc intermédiaire, voilà, région tempérée, pour nourrir 1000 habitants, combien faudrait-il contrôler de surface quelle surface on a besoin pour cela. Alors déjà, Paul Berok nous dit, voilà, en fait, il faut déjà dépasser, alors c'est une hypothèse forte, bien sûr, il dit, voilà, on va comptabiliser un surplus de 10%. Ça veut dire que chaque personne qui chasse va, en moyenne, en comptant sa famille, etc., il va nourrir, il va avoir un surplus à la fin de 10% qui serait possiblement transporté pour nourrir la ville. Alors, si on tient compte des coûts de transport, on considère qu'il y a la moitié en fait de ces 10% qui peut vraiment nourrir les gens. L'autre, il va alimenter les gens qui vont transporter la nourriture. Eh bien, on peut faire ce calcul simple, qui est que il nous faut, voilà, donc pour nourrir 1000 habitants, combien il faut de surface? Alors, il faut, premièrement, si on dégage 10% de surplus, et si chaque kilomètre carré ne nourrit que 0,1 habitant, ça veut dire qu'il faut déjà 10 km² pour nourrir un habitant, 100 km² pour nourrir pour avoir 10%, pour avoir suffisamment de quoi nourrir un urbain. Et comme on compte les coûts de transport, il faut donc non pas 100 mais 200 km² pour nourrir un habitant urbain. Et si on considère qu'il faut 1000 personnes, eh bien on arrive à 200 000 km². Or, 200 000 km², c'est la taille de la Grande-Bretagne. Donc en fait, il est totalement impossible dans les régions temporées, mais en réalité c'est vrai aussi dans les zones tropicales, d'organiser une société sur un territoire aussi vaste, avec les moyens technologiques qui sont la marche à pied pour transporter les choses. Donc, en raison de la difficulté nourricière de la terre lorsqu'elle est exploitée sous forme de chasse et de cueillette, il est impossible d'avoir une ville. Voilà, c'est le calcul que fait Paul Berok. Par contre, une fois qu'on passe au néolithique, une fois qu'on passe à l'agriculture, alors, nous dit Paul Berok, on multiplie les rendements par 100. Ça veut dire qu'on passe de 0,1 personne par kilomètre carré, c'est-à-dire 1 km² peut nourrir 0,1 personne, à 1 km² peut nourrir du coup 100 fois plus, c'est-à-dire 10 personnes. Dans la technologie la plus sommaire de l'agriculture, dit Paul Berok, dans les régions type Europe, c'est l'exemple qu'on a pris, eh bien 1 km² peut nourrir 10 personnes. Du coup, combien il faut maintenant de km² pour nourrir une ville de 1000 habitants? On va faire le calcul, je vous propose de le faire là comme ça de tête, c'est pas très compliqué normalement. Donc, vous avez toujours le surplus de 10% et vous avez toujours le coût de transport qui double. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant, vous avez... en fait, c'est pas compliqué, je suis bête, on divise par 100, donc il faut diviser par 100. Donc, c'est 2000 km². Voilà. Et donc, 2000 km², c'est combien? C'est 200. 2000 km², c'est radical de 2 fois radical de 2, 1,4 fois 1,4, donc ça veut dire 200 km, non, 2000 km², ça fait 20 fois 100 par exemple, voilà, ou je sais plus. En fait, c'est à peu près la taille de l'Anjou. Voilà. C'est un rayon, je crois, si je ne me trompe pas, de près 40 à 50 km de rayon. L'Anjou, c'est ça. Vous faites 50 km dans une direction à partir d'Angers, vous sortez de l'Anjou. Et donc, ça veut dire quoi? 50 km, 40 km, ça se fait en une journée à pied. C'est possible. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez des territoires ici avec l'agriculture qui sont beaucoup plus faciles à contrôler. D'où
l'idée de Bérox, c'est que pour créer des villes, pour créer une population de 1000 habitants qui soit nourrie par l'ensemble du travail des autres, eh bien, il faut passer à l'agriculture parce qu'on divise par 100 la surface nécessaire pour produire de la nourriture pour les urbains. Et dès qu'on a de quoi nourrir les urbains, alors on a de quoi créer une société. Donc l'agriculture, le néolithique, permet l'apparition d'une population urbaine sédentaire, c'est-à-dire d'une population qui peut exploiter en quelque sorte les gens qui produisent de la nourriture, les agriculteurs. Et donc on peut avoir à partir de ce moment-là une hiérarchie sociale. Vous voyez, on peut avoir une classe de personnes qui va devenir militaire, et protéger donc militairement les autres, qui va devenir religieuse, qui va devenir autre chose, qui va construire des bâtiments, et une autre classe, évidemment la grande majorité, qui va nourrir la première. D'ailleurs, on peut même considérer que si on a 10 habitants au kilomètre carré, et qu'on a vu qu'on avait 2000 km carrés, ça fait 20 000 personnes. Dans l'Anjou, voilà. On aurait une société néolithique primaire, primitive. On a donc l'Anjou qui est peuplé de 20 000 personnes. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 800 000 personnes en Anjou, dont 1000 qui seraient l'élite urbaine et 19 000 qui produisent la nourriture pour l'élite urbaine. Religieuse, militaire, administrative. Bon, donc là, on peut avoir une société, on peut avoir un État, c'est ça que je veux dire. Alors, on n'a plus que des tribus parce qu'on a un système de contrôle de la population qui peut s'exercer depuis la ville. Alors, il reste cependant un mystère. Est-ce que cette société, elle est meilleure? Donc on voit déjà que c'est une société qui peut permettre l'oppression quand même, puisqu'il y a des classes sociales qui peuvent s'opposer. Et puis on a aussi le problème de savoir si cette société, c'est une société où les gens travaillent autant, moins, vivent mieux ou pas. Tout à l'heure je vous ai dit, d'abord les gens du néolithique, les gens qui sont dans l'agriculture, ne vivent pas forcément mieux que les chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils sont moins bien alimentés, parce qu'ils sont plus soumis aux maladies, et on le voit dans les squelettes, qu'ils sont plus rachitiques, etc. Premièrement. Deuxièmement, ils sont, on vient de le voir, plus facilement contrôlables, parce qu'ils sont soumis à une domination d'un pôle urbain et militaire et religieux qui va leur imposer des choses. Troisièmement, ils travaillent plus. Et là, il y a une forme de paradoxe ici qu'il faut bien comprendre. L'agriculture augmente les rendements de la terre. La terre produit, chaque kilomètre carré, chaque surface de terre, produit 100 fois plus. Vous notez ça, si vous avez de quoi noter. Il y a une hausse considérable du rendement de la terre. Mais, en matière d'heures de travail, eh bien, on a une régression. La productivité du travail, elle, baisse. C'est-à-dire qu'il faut plus de travail pour nourrir une personne avec l'agriculture que pour nourrir une personne avec la chasse et la cueillette. Pourquoi ? Parce que c'est pas que cultiver, c'est entretenir la terre, c'est les outils, etc. Et ça demande plus de travail. Alors, selon Mark Cohen, je vous ai mis la référence ici, Food Crisis in Prehistory, Overpopulation, the Origin of Agriculture, 1977. En fait, le passage du paléolithique au néolithique, ça a été une régression au niveau économique, dans le sens où il fallait 800 à 1000 heures de travail par an pour nourrir une personne dans les sociétés pré-agricoles, alors qu'il faut 1000 à 1300 heures pour nourrir une population agricole. Aujourd'hui, on travaille encore plus, d'ailleurs, en passant. Donc, en fait, en moyenne, en fait, on ne travaille pas plus parce que collectivement, on travaille beaucoup moins. On ne travaille pas quand on est jeune, on ne travaille pas quand on est vieux, on a beaucoup de gens au chômage. Mais si vous voulez, un actif salarié, il travaille quand même plus que 1300 heures par an, je crois bien. C'est plutôt genre 1600. Enfin, on n'est pas tellement très loin. Bref, tout ça pour dire que Cohen se pose la question de savoir pourquoi on est passé à l'agriculture dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que les sociétés humaines ont finalement choisi un système qui en fait les oppresse davantage, qui les fait plus travailler et qui en fait les nourrit moins bien. Alors certes, les sociétés agricoles vont avoir un avantage,
que n'ont pas les sociétés du Paléolithique. C'est la capacité de progresser. Alors, il y avait des progrès dans la chasse, j'ai parlé de l'arc tout à l'heure. Mais on va dire que l'agriculture permet de développer, de multiplier les occasions de progrès, et du coup d'arriver à une société où aujourd'hui on se trouve peut-être mieux que si on était des chasseurs-cueilleurs au Paléolithique. Encore que tout cela se discute. C'est difficile de dire ce qui est mieux pour l'être humain. Mais concrètement, il y a clairement une régression à tous les points lorsque on passe du Paléolithique au Néolithique. Alors, l'analyse de Cohen, c'est de dire que cette régression, elle est due à la surpopulation. Il a fallu nourrir le monde, donc on a passé à l'agriculture, même si ça demandait plus de travail. Alors, c'est une analyse un peu simpliste, on n'est pas obligé de la partager. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, elle est née à des endroits où elle est extrêmement efficace. Donc là aussi, il faut faire attention aux biais qu'on peut avoir. C'est-à-dire que être chasseur-cueilleur au bord du Nil, c'est être complètement idiot. C'est être utile en Europe, dans les forêts européennes, c'est être complètement idiot au bord du Nil, alors que le fleuve nous apporte de quoi faire une agriculture de manière extrêmement efficace et sans trop de travail. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a une société agricole, je vous l'ai dit, on a une société avec une armée. On a une société avec une ville, avec un pouvoir politique et religieux, qui va être capable de dominer les régions aux alentours. Et donc une civilisation. Et donc en fait, ce qu'on peut penser plutôt, moi en tout cas c'est l'idée que j'ai, c'est que c'est pas que spontanément les gens sont mis à faire l'agriculture parce qu'ils avaient envie. C'est parce que en fait les sociétés non agricoles, elles ont fini par être dominées politiquement et militairement par des sociétés agricoles qui du coup ont imposé leur système de production. Et voilà, j'aurais plutôt tendance à penser ça. Alors, un autre livre, Marshall Saline, donc j'en ai pas parlé ici, mais Âge de pierre, âge d'abondance, 1972. Voilà, alors, c'est une thèse, là aussi, critique, hein, mais intéressante, qui dit finalement, l'âge de l'abondance, l'âge où les gens ne pouvaient pas travailler du paradis terrestre, en fait, hein, c'était l'âge du Paléolithique. Harari dit exactement la même chose dans son livre Sapiens, il dit voilà, que quand on a inventé l'agriculture, c'était une régression totale au niveau du niveau de vie. Voilà. Alors, bien sûr, je vous dis, l'agriculture, elle engendre aussi l'écriture, elle engendre la civilisation, l'État. Voilà. Et peut-être qu'il y a aussi des choses quand même à garder, et que tout n'a pas été négatif. Hein, là aussi, c'est toujours des thèses un peu surprenantes. En passant, ça explique aussi que tous les peuples ne sont pas passés à l'agriculture. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont été dominés militairement par les autres sont passés à l'agriculture. Mais pensez aux chasseurs-cueilleurs d'Amazonie, ou même à certaines tribus d'Indiens d'Amérique du Nord. En Amérique, il y avait de l'agriculture. Hein, même en Amérique du Nord, d'ailleurs, il y avait des sociétés, les tribus Hopi étaient des tribus villageoises, sédentarisées, qui pratiquaient l'agriculture. Mais on avait aussi des peuples indiens qui étaient encore sur des modèles de chasse-cueillette. Et tout ça s'entendait pas si mal en réalité. Enfin bon, difficile de savoir parce qu'on n'a pas de texte écrit pour raconter ces histoires-là, mais si les Sioux ou les Apaches je ne sais pas, mais ne voulaient pas se contenter, préférer d'être chasseurs-cueilleurs avec des tipis, se déplacer en suivant les bisons, etc., plutôt que l'agriculture, c'est peut-être aussi parce que ils vivaient mieux comme ça en fait. Et peut-être que voilà. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu des mécanismes automatiques du passage de la chasse à la cueillette, de la chasse et de la cueillette à l'agriculture, peut-être s'explique aussi justement parce que spontanément, en fait, les peuples humains n'ont pas forcément envie de le faire, sauf si vraiment les conditions font que c'est utile, par exemple au bord du Nil, mais sinon ils ne le font pas. Et ils le font quand ? Ils le font quand ils sont sous l'emprise politique, militaire, d'une société agricole qui les met sur les champs et dit voilà, maintenant vous allez travailler. Ça se passe d'ailleurs souvent comme ça, parce que c'est souvent ces esclaves dans les sociétés antiques qui travaillent la terre. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait une question, je vais la lire. Elles sont faites domestiquer par le blé. Voilà. Oui, voilà. Donc quelqu'un a lu apparemment Yuval, mais c'est Harari. Mais alors excusez-moi, toc toc. Voilà. Alors, cependant, il y a une chose qu'il faut quand même noter, c'est que l'apparition, la généralisation progressive, très progressive du Paléolithique. Alors d'ailleurs, en passant, c'est pas pour rien qu'en Afrique, en Amazonie, en Indonésie, dans les régions équatoriales, on ne passe pas au néolithique.
C'est parce que finalement c'est encore moins utile en fait. Quand vous avez des saisons claires, voilà, avec des hivers, vous voyez bien qu'en hiver il n'y a plus beaucoup de choses à chasser, il fait froid, vous avez besoin de plus de calories. Bon, l'univers est plus hostile, l'agriculture permet de sécuriser un certain nombre de choses. Quand vous vivez en Amazonie ou en région équatoriale et que la nature est florissante, pourquoi vous allez vous embêter à passer à l'agriculture? Voilà. Donc là aussi, le climat aussi explique en partie pourquoi certaines populations ne vont pas passer à l'agriculture, parce qu'en fait, finalement, pour elles, c'est pas forcément utile, quoi. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on passe à l'agriculture, même si la productivité du travail régresse, c'est-à-dire qu'il faut plus d'heures de travail pour produire la même quantité de nourriture, il n'empêche que le fait que les rendements de la terre augmentent, alors, je le disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si je vous ai dit de le noter, alors je vais que vous le notiez maintenant, qu'il faut distinguer dans l'agriculture l'amélioration des rendements, la notion de rendement et la notion de productivité. En agriculture, on a en quelque sorte deux facteurs de production essentiels. Le premier, c'est la terre, et le second, c'est le travail. Quand vous augmentez les rendements de la terre, donc, vous multipliez la nourriture par surface agricole. C'est un progrès. Mais ce progrès ne veut pas forcément dire que vous multipliez de la même façon la productivité du travail. Au contraire même. Vous pouvez tout à fait avoir une hausse de rendement de la terre et une baisse de la productivité du travail. Donc le deuxième élément, c'est la productivité. La productivité du travail, c'est le nombre d'aliments que vous allez faire par heure travaillée. Et l'agriculture, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est donc le passage d'une hausse considérable du rendement de la terre, multiplié par 100, et d'une diminution légère, mais notable, de la productivité du travail. Bon, alors pour l'individu, le rendement de la terre, il s'en fiche. Lui, ce qui compte, c'est les heures de travail qu'il va y faire. Donc au niveau du bien-être social, la baisse de la productivité du travail produit, évidemment, est un mal. Par contre, la multiplication par 100 du rendement fait que sur une même surface, vous pourrez avoir beaucoup plus de gens. Et donc potentiellement, si le rendement augmente de 100, enfin est multiplié par 100, la population pourra elle aussi être multipliée par 100. Et donc, vous avez en fait une loi fondamentale, qui est la suivante. Je vous demande de l'écrire. On va la revoir de toute façon en conclusion, mais autant la voir dès maintenant. Toute hausse du rendement de la terre engendre une hausse démographique dans l'agriculture. Dès que vous avez le rendement de la terre qui augmente, alors la population globale augmente. Première loi. Alors ça, elle est vraie au passage du paléolithique au néolithique, mais elle va être vraie après. C'est-à-dire que l'agriculture va faire des progrès au fur et à mesure de son histoire. Et plus elle va augmenter les rendements, plus on va avoir une population qui va augmenter. Deuxième loi fondamentale de l'agriculture, c'est que plus vous faites des progrès de productivité du travail, moins vous allez avoir besoin de main-d'œuvre pour produire votre nourriture. Donc, plus le taux d'urbanisation de la société va se développer. Je répète, plus vous augmentez la productivité du travail, moins vous avez besoin de main-d'œuvre pour produire de la nourriture, et donc, si vous avez moins de main-d'œuvre pour produire de la nourriture, cette main-d'œuvre, elle va aller où? Elle ne va pas rester dans la campagne, elle ne sert à rien dans la campagne. Elle va aller là où il y a de l'activité non agricole, dans les villes. Donc, vous allez avoir votre taux d'urbanisation de la société qui va augmenter. S'il y a plus de gens qui sont dans les villes, il y a plus de produits non agricoles. Et donc, on va avoir plus de plein d'autres choses que des produits alimentaires. C'est ça qui va être la base de nos sociétés actuelles. C'est ça qui va permettre l'industrialisation, on verra. L'industrialisation n'est possible que si vous avez une main-d'œuvre embauchable dans l'industrie. C'est-à-dire des gens qui ne produisent pas la nourriture. Donc il va falloir des progrès dans l'agriculture au niveau de la productivité du travail. Par contre, si vous multipliez les rendements agricoles, vous n'augmentez pas, vous augmentez la masse globale de la population, mais vous n'augmentez pas forcément la taille des villes. Ou alors elle va augmenter en proportion de la taille de la population. Mais le taux d'urbanisation, lui, va rester le même.
Donc c'est deux progrès extrêmement importants dans l'agriculture. La hausse des rendements et la hausse de la productivité. Mais il ne faut pas les confondre. Ils n'ont pas du tout les mêmes effets. Socialement, voilà, ils n'ont pas les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle il faut absolument les distinguer. Et on le fera de temps en temps, on s'amusera à regarder, tenez, cette innovation, est-ce qu'elle augmente les rendements ou est-ce qu'elle augmente la productivité du travail? Est-ce qu'elle va augmenter la taille de la population ou est-ce qu'elle va augmenter la structure de cette population entre urbains et ruraux? Aujourd'hui, la majorité des gens vivent en ville, y compris d'ailleurs dans une petite ville. Si on dit que 1000 habitants c'est une ville, vous voyez bien que, voilà, parce que la majorité des gens ne travaillent plus la terre. Alors, il y en a encore. Et puis par ailleurs, maintenant, même les agriculteurs, ils vivent en ville aussi, parce qu'ils peuvent, avec les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, on peut tout à fait aller cultiver à 10 km de là où on vit. Mais bon, peu importe. Donc, ce que je veux dire, c'est le premier effet notable de l'agriculture, c'est que certes, elle baisse la productivité, mais elle augmente considérablement les rendements, donc elle va augmenter la population. La population mondiale passe de 15 millions à peu près, mondiale, 15 millions, c'est pas beaucoup, en 8000 avant Jésus-Christ, au moment du passage au néolithique, à 200, 350 millions d'habitants en l'an 100. Donc vous voyez qu'on n'a pas multiplié par 100, parce que bien sûr, c'est un potentiel, mais on a quand même beaucoup augmenté la population. Le taux de croissance de la population au moment du Paléolithique était de 0,004%. Bon, ce qui ne veut pas dire grand-chose en fait, ça veut dire quasiment zéro. Surtout qu'il y avait des moments de régression, voilà, des variations climatiques. À 0,04%, ça reste faible, mais c'est quand même 10 fois plus élevé que le précédent. Voilà, explique qu'on est passé de 15 millions à 200, 350 millions. Bon, quand on a une des villes, on a forcément une population qui se sédentarise de manière définitive, celle qui habite en ville. Beaucoup d'agriculteurs aussi vont se sédentariser, mais pas tous, j'y reviendrai. Ce qui est bien, c'est quand on a une population sédentaire, eh bien, ça veut dire qu'on peut organiser des réseaux de communication. On sait où les gens se trouvent. Et donc, on peut créer du commerce et de l'échange. Le commerce, l'échange, le commerce, qui est plus que l'échange, c'est une institutionnalisation de l'échange. C'est une manière d'organiser des rapports commerciaux. Il est très facilité par la sédentarisation d'une partie des gens. Alors, on peut, dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, on peut aussi avoir des formes de commerce, mais voilà, c'est un peu plus aléatoire, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on sache où on est, voilà. On peut avoir aussi, y compris chez certains chasseurs-cueilleurs, des moments de rassemblement, vraiment religieux, où il peut y avoir comme ça du commerce qui peut avoir lieu. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on commence à avoir des villes, encore une fois, je ne parle pas des gigantesques villes, vous savez quelle est la première ville au monde de l'histoire? On pense que c'est Jéricho, en Palestine. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que certes, c'est une ville extrêmement ancienne, mais justement, elle ne se trouve pas au bord de l'Euphrate ni au bord du Nil. À mon avis, la ville la plus ancienne, elle doit forcément se trouver au bord de ces fleuves-là. Mais bien sûr, il n'en reste rien, parce que ces fleuves bougent, et donc voilà, on n'a plus de traces archéologiques. Donc, qui dit ville, dit système organisé, structuration d'un État. La ville, elle a besoin d'être alimentée en nourriture, donc forcément, elle a besoin d'envoyer ses troupes pour collecter l'impôt. On a bien un système d'oppression, quand même, de la ville vers les campagnes, c'est bien ça là, qui caractérise une société étatique, j'ai envie de dire même une civilisation. Voilà, donc, et ces États, eh bien, ils vont pouvoir, du coup, inventer l'écriture, et c'est là que l'histoire va commencer. On considère qu'en l'an 100, 90% de la population mondiale vit dans une région soumise à l'influence urbaine, c'est-à-dire donc dans une civilisation. Attention, quand je vous dis 90% de la population vit dans une région soumise à l'influence urbaine, je ne dis pas 90% de la population mondiale vit dans des villes. En fait, il y a peut-être 5% de la population mondiale qui vit dans une ville, peut-être dans un environnement qui est détaché des questions agricoles. L'essentiel de la population est soumise à l'influence d'une ville parce qu'en fait, il y a quelqu'un de la ville qui vient collecter l'impôt, qui vient lui prélever la part de nourriture nécessaire à alimenter la ville. C'est ça que je veux dire. Et vous avez aussi donc 10% de la population qui ne vit pas dans une influence urbaine, ça veut dire une minorité, mais qui, voilà, il n'y a personne pour collecter l'impôt. Voilà. Donc c'est des populations de chasseurs-cueilleurs, d'Amazonie, des choses comme ça. Des populations qui sont en dehors
enfin, de ce cadre historique qui sont la civilisation. Alors, cette civilisation, voilà, enfin, ensuite on peut se poser la question, est-ce que les peuples primitifs ne sont pas civilisés? Ils ont une culture, voilà, ils ont une identité, ils ont une langue, ils ont plein de choses. Mais ils ne sont pas organisés autour d'une ville, et donc ils n'ont pas une structure administrative, voilà, ils ont pas tout ça. Hein, et ils n'ont pas d'écriture, en fait, en général. Bon, alors maintenant, ces civilisations, sur quoi elles reposent? Elles reposent sur plein de modalités différentes. Ces civilisations vont être en fait dépendantes de la nature de leur agriculture. C'est-à-dire, et là aussi, donc je reprends un peu l'analyse marxiste, infrastructure, superstructure. J'ai envie de vous dire, en fonction des modalités dans lesquelles l'agriculture va se faire, on va avoir des sociétés qui vont être un peu différentes. Alors, les premières formes d'agriculture, alors là aussi, c'est pas tout à fait vrai, puisque le Nil, c'est la première forme d'agriculture, mais c'est tout à fait spécifique. Mais quand on va commencer à voir l'agriculture se développer dans des terrains moins favorables, très souvent, elle va prendre la forme, au début en particulier, de l'abbati-brûlis. Alors, l'abbati-brûlis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des types d'agriculture qui est assez efficace, du point de vue de la productivité du travail, pas très efficace du point de vue des rendements agricoles, qui consiste à défricher une parcelle de terre tous les ans, la brûler et cultiver sur ce qui reste, sur ce qui a brûlé, parce que là, on a des rendements, des rendements sur la surface cultivée qui sont extrêmement forts. Le problème, là où les rendements ne sont pas très forts, c'est que, évidemment, il faut attendre ensuite 10 ans ou 20 ans que la forêt repousse et qu'on ait encore quelque chose à brûler. Donc c'est un système qui n'est pas très efficace au sens où il faut quand même multiplier les défrichages et le fait de brûler des parcelles tous les ans. Mais alors c'est une agriculture qui est encore pratiquée aujourd'hui. Il y a au Laos des peuples qui encore utilisent cette forme d'agriculture. Si vous allez du côté de l'Om Prambang, au nord du Laos, vous verrez, c'est une région tropicale, le Laos, mais vous verrez la fumée qui vient de l'abbati-brûlis. Alors, le gouvernement essaye de l'empêcher, parce qu'évidemment, c'est pas très écologique, et puis voilà, ça peut mettre des feux de forêt, tout ça, mais c'est très compliqué, parce qu'en plus, c'est des ethnies, minorités ethniques, etc. Donc, voilà, ils ont une mode de vie qui implique cela. Donc le gouvernement là-haut, il essaye, c'est pas une grande démocratie, le gouvernement Laos, mais bon, c'est un pays communiste encore, le Laos, dirigé par le Parti communiste. C'est un des rares pays encore dirigé par le Parti communiste, avec Cuba et la Corée du Nord, et le Vietnam aussi, quand même, et la Chine, bon, ok, ça en fait quelques-uns, mais en gros, bon, voilà, il y a plein d'ethnies différentes, c'est des régions montagneuses, et donc, voilà, donc le gouvernement là-haut essaye en quelque sorte d'apprendre à ces populations de ne plus faire de brûlis, mais de culture sur brûlis, mais voilà, mais c'est le modèle traditionnel et voilà, c'est difficile voilà, toujours de changer les cultures, surtout quand il s'agit de minorités ethniques. Bon, après vous pouvez mettre les gens en prison, tout ça, mais bon, c'est pas toujours simple. On a aussi en Indonésie aussi ce type d'agriculture, avec là aussi des feux régulièrement pour voilà, et ça peut poser problème parce que parfois évidemment le feu se propage. Alors ce type d'agriculture, voilà, implique une rotation des terres cultivées tous les 20 ans environ. Donc j'avais 10 ans en fait, c'est 20 ans. Voilà, mais elle est suffisamment efficace tout de même pour nourrir une population finalement assez importante, en tout cas plus importante que la chasse et la cueillette, et permettre de voir apparaître une population urbaine, puisque voilà, on peut avoir des villes à ce moment-là. Alors, une société qui va fonctionner selon ce modèle-là, de l'abbati-brûlis, c'est la société mycénienne. Alors, on est à l'âge du bronze, entre 1500 et 1100 avant Jésus-Christ, et on est en Grèce. Regardez, voilà. C'est les palais de la civilisation mycénienne. Donc, j'ai trouvé ça sur Wikipédia ou ailleurs. Donc, vous voyez bien, si vous reconnaissez la Grèce, et vous reconnaissez plein de sites archéologiques, en fait, qui sont des palais. Alors, les palais, c'est le centre administratif du pouvoir, et politique et militaire. C'est en quelque sorte le royaume, mais vous voyez bien, c'est un tout petit royaume, qui contrôle un territoire autour de lui, avec une population qu'il taxe donc pour se nourrir, qui utilise cette taxe pour recruter des soldats et armer des soldats, ces soldats qui vont permettre de contrôler le territoire autour, et voilà, le système comme ça fonctionne.
Alors, la bâtie brûlis, c'est bien pour le blé. Hein, si on est dans le bassin méditerranéen, donc on cultive traditionnellement du blé ou de l'orge, enfin des céréales. C'est pas pour la vigne, l'olivier, etc. Là, au contraire, ça va se cultiver plutôt autour du palais, hein, donc on va dire des cultures nobles pour les nobles justement, mais qui vont pas alimenter vraiment les gens. Enfin, ça, on pourra peut-être faire une forme de vin, on pourra faire des trucs comme ça, bien sûr. Voilà. La base de la nourriture reste le blé qui lui est ponctionné sur les agriculteurs qu'on contrôle. Alors c'est une société évidemment donc qui est militaire, hein, qui peut aussi avoir des côtés religieux bien sûr, et dont la puissance va dépendre de la profondeur territoriale qu'on contrôle. Donc du coup les palais mycéniens vont se faire la guerre, et parfois ils vont avoir des soucis parce que c'est une agriculture qui est aussi qui est efficace, mais si vous n'avez pas de pluie, voilà, il n'y a pas de système d'irrigation. Donc vous pouvez ne pas avoir les récoltes qu'il faut, et donc là l'État il va entraîner une guerre civile et tout ça. Enfin, bon, vous voyez, c'est quand même des sociétés assez fragiles. Alors l'âge du bronze en Grèce, c'est l'âge de l'Odyssée, de l'Iliade et de l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée, qui sont donc les textes fondateurs de la civilisation grecque, font référence aux temps anciens pré-âge du fer en fait, c'est-à-dire âge du bronze, et c'est typiquement la civilisation mycénienne, hein, donc l'histoire de la belle Hélène, de Paris, de Ulysse et tout ça, ça se passe à ce moment-là. Voilà, donc on a des petits royaumes en fait, voilà, qui se font la guerre et qui contrôlent une population paysanne qui n'est pas sédentaire, ou pas totalement, puisqu'elle va cultiver des parcelles différentes chaque année, donc elle va sans doute se déplacer. Voilà, donc vous pouvez imaginer que les logements ne sont pas extraordinairement luxueux. Hein, voilà. Et vous pouvez aussi imaginer que c'est pas facile aussi pour le palais, forcément, de contrôler toutes ces populations paysannes qui bougent un peu, voilà. Donc, alors, cette agriculture va laisser sa place ensuite à un autre type d'agriculture, qui est l'agriculture de la Grèce, hein, de l'âge du fer. La spécificité de la Grèce, la civilisation grecque sur la civilisation mycénienne, c'est pour ça qu'il y a une rupture de civilisation, c'est qu'elle maîtrise le fer. Et l'âge du fer, on considère dans l'histoire que c'est un tournant socio-économique important, parce que le fer est compliqué d'abord à acquérir, et ensuite à manier, et qu'en plus, il produit des armes extrêmement puissantes, et que par ailleurs, il est beaucoup plus abondant que le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, et qui est plus difficile à trouver. Du fer, il y en a beaucoup plus, hein, c'est beaucoup plus fréquent. Donc en fait, une civilisation qui trouve le fer, elle est plus puissante militairement, elle est plus efficace économiquement, et elle a un niveau de technologie plus élevé, puisque le problème du fer, c'est d'être capable de transformer le minerai brut en minerai de fer, en fer, et ensuite, à partir de ce fer, de produire des armes ou des choses comme ça. Et en fait, la température de fusion du fer est tellement élevée, donc on parle de 1500 degrés, que c'est très difficile à produire en fait. Bon, je vous explique brièvement en technologie, puis je vais vous montrer une petite vidéo après, puis on va terminer le cours sur cette vidéo. Le problème de la production métallurgique, c'est que dans la nature, le fer pur n'existe pas. Alors, sauf dans les météorites, voilà, ça arrive parfois, mais en général, vous trouvez toujours du fer mélangé à plein de choses. C'est-à-dire, en fait, c'est une roche métallurgique. Que vous avez une roche, un minerai, c'est une roche avec des éléments de fer. Donc, si vous voulez dissocier le fer de la roche, comment vous faites? Vous faites chauffer. Vous faites chauffer jusqu'à atteindre la température de fusion du fer. Et là, vous voyez ce qui va se passer, le fer va s'écouler. Alors parfois, vous allez avoir une partie de la roche aussi qui va fondre. Si vous arrivez à une terre, quelque chose de très, il y a des choses qui vont brûler, parce que tout le minerai, il est composé de plein de choses différentes. Mais le fer, il va être plus dense, donc il va se retrouver au fond. Oui. Donc en fait, tout le problème de la sidérurgie, la sidérurgie, c'est la métallurgie du fer, c'est d'être capable d'atteindre la température de fusion du fer qui est à plus de 1500 degrés,
Et ça, c'est très difficile à faire. Et donc, comment on fait? C'est ça les vidéos que je vais vous montrer. On va construire un four spécial qui permet, qui permet d'être tellement, comment dire, isolant. Souvent, on va le faire en briques et en terre pour garder la chaleur. Hein, et on va le fermer quasiment totalement et l'alimenter par le bas jusqu'à ce que les flammes, et on va mettre beaucoup de bois, en fait, on va mettre du bois bien sûr pour faire, pour réduire, pour faire du feu, hein, on n'a pas d'autre choix à ce moment-là, et jusqu'à atteindre une température de 1500 degrés, plus de 1500 degrés, qui permet de faire fondre le fer et donc de dissocier la roche du fer. Parce qu'en fait le fer il va être en bas, il va être une boule en fait, il va s'écouler parce qu'il est plus dense, et là on aura, puis après il va falloir nettoyer ce fer, il va falloir attendre. Alors ce qui va se passer, c'est que ce four qu'on va faire, en fait, on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois, on va le fermer complètement, donc le fer sera dedans, ensuite il va falloir le casser, et ensuite on va récolter, plus le minerai maintenant, mais le fer purifié. Alors, jamais totalement purifié, mais suffisamment purifié pour pouvoir faire des armes. Alors maintenant, je vais vous montrer, voilà, c'est une petite vidéo, alors, je pense que vous allez entendre le son. Alors, c'est une vidéo japonaise, qui montre comment on fabrique un katana, donc c'est un sabre japonais, à partir justement de minerai de fer. Et alors vous allez voir, ils vont construire un four, ils vont faire chauffer, ils vont mettre le minerai de fer, et puis après ils vont récupérer le fer, et ensuite vous allez voir si on peut, voilà, il nous reste 5-10 minutes, donc je vous laisserai voir la vidéo, et puis après vous pourrez voir le katana, on va aller jusqu'au bout, parce que c'est rigolo, voilà. J'ai trouvé ça bien sûr sur YouTube et puis je l'ai intégré au cours. Alors, attendez. Alors voilà, on fait le four là, hein, avec des briques. C'est toujours comme ça qu'on fait. Hein. On isole avec de l'argile, voilà. Un beau four isolé. Et là, voilà. On n'a pas vu, mais ils ont mis du bois, voilà. Et on fait chauffer. Jusqu'à ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voilà. Et ensuite, on prend le minerai de fer. Donc ça, c'est... Bon, ils l'ont acheté hein, maintenant. Avant, c'était pas forcément comme ça. Mais on met le minerai de fer, voilà. Dans ce four extrêmement chaud, pour atteindre la température de 1500 degrés. Et on fait chauffer encore, évidemment, jusqu'à ce que le métal plus dense aille au fond. Et voilà, bah, maintenant, on casse. Voilà. Et on a là le morceau de fer. Donc, il faut enlever tout ce qui est autour. Hein. Donc... Maintenant, il faut réussir à produire une arme. Alors, on va battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On le refroidit, on le réchauffe, on le rebat. Donc, c'est très très dur parce que là aussi, ça fond à 1500 degrés. Donc, en fait, on n'arrive pas à atteindre cette température-là dans une forge. Donc, on atteint une température proche où le fer est mou. Et comme il est mou, on arrive à le façonner. Hein, mais, vous voyez, comme c'est compliqué. Hein. Donc il n'est pas à 1500 degrés, il est beaucoup moins, hein, mais voilà, donc ça demande une main d'œuvre extrêmement forte. Bon, allez, hop, on commence à voir le sabre. Alors, vous voyez, on le chauffe, on le façonne, on le refroidit, voilà, on le polit. Voilà, puis alors là maintenant on va voler d'autres éléments. Là, il fabrique le manche. Bon, c'est joli, un jour je m'achèterai un katana, j'irai au Japon, j'achèterai ça, c'est trop beau. Donc voilà, donc là on fait le... Ah oui, alors là ils font un autre truc, ils renforcent la lame en fait. Voilà, on fait du fer, on fait de l'acier, en fait on fait du... On le réchauffe et puis on le trempe. Voilà, on fait de l'acier trempé, c'est ça. Voilà, donc... Bon, alors là c'est écrit en japonais, je ne sais pas. Et ça a l'air de bien couper. Voilà, donc maintenant on fait des petits dessins jolis. Vous voyez les heures de travail qu'il faut pour faire ça. Donc on comprend que si on veut avoir une société du fer, il va falloir qu'on nourrisse ces gens. Hein. Donc il faut qu'on ait une agriculture efficace. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Voilà, comme c'est beau. Ça c'est le fourreau, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout ça c'est fait, vous voyez, ils sont deux, hein. Ils font ça du début à la fin. Hein. Alors certes, le minerai, ils l'ont acheté, hein. Ils l'ont pas fait eux-mêmes. Mais enfin, et le bois sans doute qu'ils l'ont récupéré quelque part. Mais voilà, c'est énormément de travail. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne produit plus le fer comme ça. Hein. On a des hauts fourneaux. Là, on parle de bas fourneaux, des fours traditionnels.
mais ces fours traditionnels produisent aussi un fer, un acier d'extrêmement bonne qualité. Voilà, et donc vous avez un magnifique katana. Attention, c'est dangereux. Ça coupe. Voilà. Bon, je pense que ça vaut cher. Voilà, écoutez, je vous propose donc d'arrêter là. Ouais, il est 15. On reparlera après, je ne vais pas commencer ça, sur de l'agriculture atelier légère, donc qui va caractériser la société grecque. Et puis on en continuera la semaine prochaine sur l'agriculture du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution industrielle. Voilà, écoutez, mes chers étudiants, il est 15h15 et donc on continuera ça plus tard. Voilà, à bientôt.